Bienvenue à tous sur Monsieur Mystique Histoire d'horreur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage 13 histoires vraies et terrifiantes sur des nuits d'Halloween qui ont mal tourné. Ces récits nous rappellent que certaines traditions d'Halloween auraient dû rester dans l'ombre. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, n'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos amis. Dites-moi d'où vous regardez. Merci à tous. Maintenant, commençons. Histoire 1. Halloween n'était pas vraiment un gros événement dans notre quartier. Les maisons étaient trop espacées et la plupart des gens ne faisaient pas d'efforts. Quelques-uns mettaient des décorations et un ou deux essayaient de distribuer des bonbons, mais ils en manquaient toujours rapidement. D'habitude, à 20h, c'était une ville fantôme. Sans jeu de mots. Mais cette année-là, Halloween tombait un samedi, ce qui lui donnait un air plus officiel, plus excitant. Ma mère a accepté de me laisser sortir un peu plus tard, à condition que je sois rentré à 21h. Je sortais avec des jumeaux de mon école, Nat et Brian. Ils avaient 1 an de plus que moi, vivaient sur Archelane, et m'avaient plus ou moins adopté pour la soirée, car mon groupe d'amis habituel m'avait lâché à la dernière minute. Leur père les avait aidés à fabriquer des costumes de fantômes bizarres, des sweats à capuche blanc serrés autour de leur visage avec des lunettes noires. Ils ressemblaient davantage à des astronautes flippants qu'à des fantômes, mais ça faisait l'affaire. Moi, je n'avais pas vraiment de costume. Juste mon vieux blouson noir et mon seau en plastique en forme de citrouille, celui que j'utilisais depuis la 2e année. Il avait une fissure sur le côté que j'avais recouverte de ruban adhésif. Il tenait toujours les bonbons sans problème. On a commencé dans le quartier derrière l'école primaire Lincoln. Des maisons plus petites, beaucoup plus rapprochées, ce qui signifiait moins de marches et plus de sonnettes. Ce n'était pas bondé, mais il y avait d'autres enfants, surtout des plus jeunes, avec leurs parents qui les suivaient. Nous étions enfin assez grands pour sortir sans adultes, et ça nous rendait bizarrement fiers. Vers 20h15, on était sur le point de terminer. Nos seaux étaient remplis aux 2/3. Pas mal. Nat triait déjà ses bonbons, jetant tout ce qu'il n'aimait pas, surtout les Smarties et ses étranges baisers au beurre de cacahuètes emballés dans des papiers orange et noirs. C'est alors que Brian a repéré une petite rue qu'on n'avait jamais remarquée auparavant. C'était un cul-de-sac court avec seulement 5 maisons. Greystone Circle, a-t-il lu sur le panneau. Aucun de nous ne se souvenait l'avoir vu avant, ce qui était étrange car on avait arpenté ce quartier des dizaines de fois. J'y avais fait du vélo tout l'été. Je l'aurais remarqué, mais la voilà, comme si elle avait été cachée derrière un pli de la carte. 5 maisons, toutes éclairées par des lumières de porche et décorées pour Halloween, des pierres tombales en plastique, des squelettes à détecteur de mouvement, des toiles d'araignées factices. Une maison avait même une machine à brouillard. Ça avait l'air d'un jackpot. On a commencé par la première maison à droite. Une femme plus âgée nous a donné des boules de pop-corn emballées dans du film alimentaire. Je n'étais pas ravi, mais Brian en a pris 2. La maison suivante distribuait des brosses à dents avec des autocollants de dessins animés et de petites boîtes de raisins secs. Brian a déclaré que c'était un crime de guerre. La 3e maison nous a donné des sneakers grandeur nature. Je crois qu'on a tous dit merci en chœur, comme une chorale d'enfants affamés de sucre. Puis on est arrivé à la 4e maison. Pas de sonnette, juste un de ces lourds heurtoirs à l'ancienne en forme de tête de lion. Je l'ai saisi et j'ai frappé un coup sec. Une seconde plus tard, la porte a grincé en s'ouvrant. Personne là. Pas de voix, juste ouverte. À l'intérieur, un étroit couloir éclairé par des guirlandes oranges qui projetaient une lueur terne. Sur le mur à côté de la porte, il y avait un panneau manuscrit qui disait « Prenez-en un seul ». Il y avait une table pliante installée juste à l'intérieur de la porte, et sur celle-ci se trouvaient 3 grands bols de bonbons. L'un contenait des Reese's, un autre était rempli de M&M's. Le dernier contenait ces petits bonbons emballés dans du papier ciré, du caramel maison, peut-être. Ça avait l'air vieux jeu, le genre de choses qu'une grand-mère pourrait faire pour son groupe paroissial. Personne autour, pas de musique effrayante, pas de haut-parleur ou d'accessoires cachés, juste les bonbons et le panneau. Nat m'a poussé du coude et a chuchoté, « Toi d'abord, mon pote ». Alors, j'ai fait un pas en avant, juste assez pour atteindre les bols. J'ai regardé les bonbons, j'ai pris un Reese's, le choix classique. Au moment où mes doigts l'ont touché, les 3 bols ont glissé un peu vers l'avant, d'1 pouce. J'ai figé. J'ai pensé que peut-être la table était de travers. Puis ils ont glissé à nouveau.
Cette fois, délibérément, comme s'ils étaient sur des rails, et un des bonbons emballés dans du papier ciré s'est déballé tout seul. Je suis resté là, tenant le Reese's, mes doigts figés comme s'ils ne savaient pas quoi faire. Mes jambes ont bougé les premières. J'ai reculé et j'ai couru, j'ai presque trébuché en descendant les marches et en revenant sur le chemin. Nat et Brian ont juste ri. Ils sont restés dans l'embrasure de la porte. Je hurlais pour qu'ils sortent, leur disant que quelque chose n'allait pas. Mais ils ont cru que je plaisantais. Brian a ramassé le caramel déballé et l'a jeté dans sa bouche comme pour faire un point. C'est là que les choses ont mal tourné. Le visage de Brian a changé. Ses yeux se sont écarquillés, vraiment écarquillés, comme si quelque chose s'était brisé derrière eux. Il s'est agrippé la gorge, se pliant en deux. Au début, j'ai cru qu'il faisait semblant, que c'était juste une autre blague. Puis il a fait un bruit. Ce n'était pas un bruit d'étouffement, pas comme s'il s'étouffait ou toussait. C'était un grincement métallique, comme si quelqu'un secouait une boîte de clous. Ça venait du fond de sa poitrine. Il est tombé à genoux, les mains toujours agrippées à son cou, puis s'est figé, immobile comme une statue. Nat s'est cogné contre le mur, les yeux fixés sur son frère. Mais au lieu de l'aider, de m'appeler ou de crier à l'aide, il s'est simplement retourné vers le bol et a tendu la main pour en prendre un autre. Je n'ai pas attendu. J'ai couru hors de ce cul-de-sac, j'ai passé l'école, j'ai traversé le terrain derrière et je ne me suis pas arrêté avant d'arriver au chevron sur Weller Avenue. J'ai franchi la porte en haletant, plié en deux. Le caissier derrière le comptoir a levé les yeux de son téléphone comme si j'étais un animal égaré. Je n'arrivais pas à former des mots, je continuais juste à pointer derrière moi, essayant de dire « mes amis », encore et encore. Les flics sont arrivés peut-être 15 minutes plus tard. L'un d'eux m'a donné une bouteille d'eau pendant que j'étais assis sur le trottoir, tremblant comme si je venais de sortir d'un congélateur. Ils ont trouvé la maison. Nat était toujours là, assis en tailleur dans l'entrée, entouré d'emballages de bonbons. Les bols avaient disparu. La table avait disparu. Le panneau avait disparu. Brian avait disparu. Et la maison était vide. Pas seulement vide de monde. Vide. Je veux dire, réduite à l'ossature et au sol nu. Pas de meubles, pas de tapis, pas de luminaire. La cuisine n'avait même pas de frigo. C'était comme si personne n'y avait vécu depuis des années. La partie la plus étrange, selon les registres du comté, personne n'y avait vécu. L'endroit avait été saisi 5 ans plus tôt, sans service public, sans propriétaire enregistré, sans paiement d'impôts fonciers depuis. La ville n'avait même pas assigné de jour de ramassage des ordures. Ils ont examiné Nat à l'hôpital. Physiquement, il allait bien. Pas de blessure, pas de traumatisme, mais il ne parlait pas. Il ne pouvait pas parler. Sa bouche bougeait, mais aucun son ne sortait. Pas un murmure, pas une toux, rien. Ils ont examiné sa gorge, fait des analyses, des prises de sang, tout. Aucune raison à cela. Il pouvait hocher la tête, hausser les épaules, cligner des yeux, même sourire une ou deux fois, mais il n'a plus jamais prononcé un mot. Et Brian avait disparu, juste disparu. Pas de corps, pas d'empreinte, pas de traces. Ses parents ont affiché des avis de recherche dans toute la ville, ont engagé un détective privé. J'ai entendu un des flics dire qu'il n'était qu'un autre fugueur, mais j'ai vu ce que j'ai vu. Je sais ce qui s'est passé. Les bonbons ont bougé. Le caramel s'est déballé tout seul. Et Brian s'est étouffé avec quelque chose qui n'était pas là. J'ai essayé de le dire à ma mère. Elle a pensé que j'étais traumatisé, peut-être même en train de surmonter mon chagrin à ma manière. Elle n'en a plus jamais reparlé. J'en ai parlé à une thérapeute une fois, pendant ma 2e année de lycée. Elle a penché la tête, m'a regardé avec douceur et m'a demandé si j'avais eu accès à de l'alcool à ce moment-là. Je ne suis plus jamais allé faire du porte-à-porte. Je ne distribue pas de bonbons. Je ne décore pas pour Halloween. Je tire les rideaux, éteins la lumière du porche et fais semblant que cette nuit n'existe pas. Si je passe devant un de ces bols avec un panneau « Prenez en un », je traverse la rue. Histoire 2. Cette année-là, Halloween tombait un dimanche, et la plupart de mes amis avaient soit dépassé l'âge de s'en soucier, soit été coincés à des événements à l'église. Je ne prévoyais pas de faire grand-chose non plus, juste une soirée tranquille à la maison. Mais puis mon cousin Rowan est venu passer le week-end. Et s'il y a une chose à savoir sur Rowan, c'est qu'il ne laissait jamais les soirées calmes le rester.
On avait le même âge, mais il était toujours celui qui avait du cran. Plus bruyant, plus impulsif. Le genre de personne qui sauterait d'un toit juste pour voir à quel point ça fait mal. Il n'avait pas d'interrupteur. Alors quand il a dit « Allez, sortons juste pour le bon vieux temps », je n'ai pas discuté. Pas pour les bonbons, on n'était plus là-dedans, mais juste pour se balader, voir qui était encore dehors, peut-être s'amuser un peu. Notre ville est petite. Halloween, c'est plus ou moins la même routine chaque année. Des squelettes en plastique, des citrouilles sculptées, des sorcières à détecteur de mouvements qui gloussent quand on passe. Quand on a finalement franchi le pas, il était déjà presque 21h. La plupart des petits-enfants étaient rentrés. L'air était assez froid pour voir sa respiration, et les rues commençaient à se vider. Quelques rires au loin, des feuilles qui grattent sur le trottoir, ce genre de choses. On n'avait pas vraiment de plan. On marchait juste dans les rues près de chez moi. À moitié en riant de ce qu'il restait. Des décorations dégonflées, des machines à brouillard qui soufflaient encore dans des cours vides, les dernières lumières de Porsche qui s'éteignaient. Rowan n'arrêtait pas de dire qu'il devait y avoir une maison qui distribuait encore des bonbons. Il y en a toujours une, disait-il. Une gentille vieille dame qui a acheté 5 sacs et n'a eu que 3 visiteurs. Finalement, on s'est retrouvé dans une rue latérale que je n'ai pas reconnue tout de suite. C'était calme, bordé de ces vieilles maisons carrées qui semblaient toutes sorties du même moule, même revêtement beige, mêmes allées inclinées. Au bout du cul-de-sac, il y avait une maison dont la lumière du porche était encore allumée. Tout le reste était sombre. Rideau tiré, pas de citrouille sur le porche, pas même le scintillement d'une télé. Cette maison n'avait aucune décoration non plus. Rien de festif. Juste un porche fatigué avec une lumière qui brillait régulièrement au-dessus de la porte. D'où on était, on pouvait voir que la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Pas assez pour voir à l'intérieur, juste entr'ouverte. Rowan s'est arrêté et m'a lancé ce regard. Bonbon gratuit ou maison du meurtre? J'ai roulé des yeux. Ne sois pas idiot. Mais bien sûr, il était déjà à moitié sur l'allée. Je l'ai suivi, un peu nerveux, mais faisant semblant de ne pas l'être. Il y avait un grand saladier en métal posé sur la marche supérieure. Au début, j'ai cru qu'il était rempli de bonbons, mais en regardant de plus près, j'ai vu que c'était de la gomme, celle du vieux Jean emballée dans du papier ciré orange et noir. Celle dont nos parents se plaignaient toujours. Personne ne distribue plus ce genre de truc. Rowan en a pris une, l'a sentie, a fait une grimace et l'a jetée dans le saladier. Sérieusement, qui achète encore ça? Avant que je puisse répondre, on l'a entendu. 3 coups. Pas de l'extérieur, de l'intérieur de la maison. On s'est tous les deux figés. Ce n'était pas fort, mais ce n'était pas aléatoire non plus. Juste 3 coups, doux et solides, comme si quelqu'un frappait contre un mur ou une porte quelque part à l'intérieur. Rowan s'est tourné vers la porte entrouverte et a dit « Bonjour ». Pas de réponse. Il a fait un pas en avant. La porte a grincé en s'ouvrant un peu plus, lentement et régulièrement, comme si quelqu'un la tirait de l'autre côté avec précaution, comme s'il ne voulait pas être entendu. Je lui ai dit que c'était bizarre, qu'on devrait y aller. Il a souri, a baissé la voix et a appelé « Friandise ». Toujours rien. Puis les coups ont recommencé, plus fort cette fois. Plus proche. La lumière du porche a vacillé 1 fois, 2 fois, puis est restée faible comme une ampoule mourante. Rowan s'est penché, regardant par l'entrebâillement. Je suis resté où j'étais, juste derrière lui. Je ne pouvais pas voir grand-chose, juste un couloir sombre qui s'étendait dans le noir. Il m'a regardé et a dit, peut-être que quelqu'un est tombé ou quelque chose comme ça. Puis il a poussé la porte et est entré. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là à écouter. Derrière moi, la rue était silencieuse. Pas de voiture, pas d'enfants, pas de voix. Juste le bourdonnement sourd de cette lumière de porche et le léger bruissement de feuilles sèches quelque part derrière la maison. Puis j'ai regardé la boule de gomme. Quand on est monté, elle était pleine. Maintenant, elle était à moitié vide. Au début, j'ai pensé que peut-être Rowan avait pris une poignée pour plaisanter. Mais puis j'ai remarqué les emballages. Ils n'étaient pas scellés. Certains étaient légèrement tordus, comme si quelqu'un les avait ouverts, puis refermés. Les morceaux à l'intérieur, la plupart avaient déjà été mâchés, aplatis, mordus, les marques de dents encore visibles, comme si quelqu'un les avait mâchés à moitié et les avait recrachés. J'ai chuchoté son nom.
Pas de réponse. Plus fort cette fois. Rowan, allez. Toujours rien. Puis la porte s'est claquée. J'ai sursauté. C'était si soudain et si sec que ça n'avait pas l'air réel au début. J'ai couru et j'ai attrapé la poignée. Verrouillé. J'ai tourné, tiré, donné des coups de pied, rien. J'ai commencé à crier son nom, à frapper la porte avec les 2 poings, essayant de l'ouvrir de force. Aucun son à l'intérieur. Pas de pas, pas de voix. J'ai couru vers la fenêtre latérale, j'ai encadré mon visage avec mes mains pour voir à l'intérieur, mais l'intérieur était noir comme l'encre. Je pouvais à peine distinguer le couloir et peut-être un escalier. Pas de Rowan, pas de mouvement. J'ai dévalé la rue et j'ai frappé à la première porte venue. Un homme a répondu, un quadragénaire en survêtement tenant une tasse comme si je venais de le réveiller. J'ai essayé d'expliquer rapidement et de manière paniquée que mon cousin était entré dans cette maison et que la porte s'était claquée et que maintenant je ne pouvais plus entrer. Il m'a regardé comme s'il n'était pas sûr que je me moquais de lui, mais il a attrapé son téléphone et m'a suivi quand même, lampe torche allumée. Quand on est revenu, la lumière du porche était éteinte. La porte d'entrée était grande ouverte. Le bol avait disparu. Pas de gomme, pas d'emballage, juste l'entrée vide. Il a appelé plusieurs fois, puis est entré. Cette fois, je l'ai suivi, juste derrière lui. L'endroit sentait le sec, comme du vieux papier et de la poussière. Sa lampe torche balayait des planchers en bois nu et du papier peint fissuré. Pas de meubles, pas de signe de vie. On a vérifié chaque pièce. Rien. Il m'a regardé et m'a demandé si j'étais sûr que c'était la bonne maison. J'ai juré que oui. Je pouvais encore voir le cercle pâle sur le porche où le bol avait été posé. Il a appelé la police. 2 officiers sont arrivés quelques minutes plus tard et ont fait leur propre inspection pièce par pièce. Ils m'ont posé les mêmes questions en boucle. Étais-je sûr de la maison, de l'heure, de ce que j'avais vu? J'ai continué à dire oui, et ils se regardaient comme s'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils devaient croire. Mes parents sont arrivés. Les parents de Rowan ont fait le trajet depuis environ 40 minutes. La police a envoyé une équipe de recherche le lendemain matin. Ils ont fouillé les bois derrière le cul-de-sac, les fossés de drainage le long de la route principale, tout. Rien. Un des officiers a pris mon père à part et lui a dit que la maison n'était même pas censée être accessible. Elle avait été condamnée après un incendie dans le sous-sol quelques années plus tôt. Personne n'y avait vécu depuis. Pas de service public, pas de propriétaire inscrit. La serrure avait été forcée bien avant cette nuit-là. Ils ont redemandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. Mais après un moment, j'ai pu dire qu'ils ne me croyaient pas. Pas vraiment. Plus Rowan restait disparu, plus les gens commençaient à penser qu'il avait fugué, qu'il avait eu des ennuis, qu'il était parti de son plein gré. Ses parents n'ont pas cru ça. Moi non plus. Mais il n'y avait rien d'autre. Pas de traces, pas d'indices. Les décorations d'Halloween ont été enlevées. Le quartier a tourné la page. Pas moi. Je n'ai pas arrêté de penser à ce bol, au cou, à la lumière vacillante, au son de la porte qui claque, me demandant s'il avait appelé, et si je ne l'avais simplement pas entendu. Pendant des semaines, je n'ai pas pu dormir. Je rêvais sans cesse de la maison, de la porte légèrement entr'ouverte, de la lumière toujours allumée, de cette vieille gomme qui attendait sur la marche. Et toujours, je me réveillais certain d'avoir entendu des coups, doux, quelque part derrière les murs. La police a arrêté de donner des nouvelles. C'est devenu une de ces affaires froides et silencieuses dont plus personne ne parle. Mais j'y retourne encore. Chaque année, la nuit d'Halloween, je me gare au bout de cette rue, seul. Je ne sors pas. Je reste juste assis là, fenêtre baissée, à regarder. La maison est toujours là, toujours condamnée. Toujours morte, sauf cette lumière de porche. Chaque année, elle se rallume. Pas brillante, juste une lueur faible comme si elle hésitait à s'éteindre. Et toujours, sur la marche supérieure, il y a ce même bol. Pas plein. Juste 1 ou 2 morceaux de cette gomme orange et noire posés bien au centre. Je ne les touche jamais, je ne m'approche jamais. Mais il y a 2 ans, j'ai vu une petite fille courir vers ce porche, vêtue d'un costume blanc, peut-être 8 ans, riant comme si c'était un jeu. J'ai crié pour l'arrêter, mais elle ne m'a pas entendu. Elle a pris la gomme. La lumière du porche a clignoté 2 fois, puis s'est éteinte. Quand je suis arrivé en courant, le bol avait disparu.
Elle aussi. Le lendemain matin, comme toujours. Maison condamnée, pas de lumière, pas de signe que quelqu'un ait jamais été là. J'ai appelé la police. Ils sont venus, ont regardé autour, ont pris des notes, ont dit que la maison était vide depuis des années. Ils n'ont pas trouvé de fille. Ils n'ont pas trouvé de bol. Ils n'ont rien trouvé. Mais je sais ce que j'ai vu. Et je sais maintenant que si cette lumière de Porsche se rallume un jour, je ne m'arrêterai pas. Histoire 3. Cette année-là, mes parents m'ont enfin laissé sortir seul pour Halloween, à condition que je reste près de chez nous et que je sois rentré avant 21h. Ça me semblait énorme, comme un rite de passage. J'avais préparé mon costume de vampire depuis une semaine, une longue cape noire avec une doublure rouge, du maquillage blanc, et ces crocs en plastique qui te faisaient baver si tu les portais trop longtemps. Mon seau à bonbons était un classique en forme de citrouille orange, avec une poignée fragile. Tout était prêt. On vivait dans un petit quartier, peut-être 30 maisons en tout, mais tout le monde se donnait à fond pour Halloween. Les pelouses étaient couvertes de citrouilles gonflables, d'araignées géantes en plastique, de pierres tombales avec des jeux de mots nuls. On ne pouvait pas faire 10 pas sans tomber sur un squelette suspendu. C'était le genre de quartier où les mamans de l'association de parents rivalisaient pour avoir les meilleures décorations. Super sûr. C'est pour ça que mes parents ne s'inquiétaient pas. J'ai fait les premières maisons rapidement. Quand j'en suis arrivé à la 5e ou 6e, les trottoirs étaient encore pleins d'enfants, certains avec leurs parents, d'autres en petits groupes costumés, hurlant d'une pelouse à l'autre. Quelques camarades de classe m'ont repéré et m'ont appelé, mais je leur ai juste fait un signe de la main et j'ai continué. J'aimais être seul. Plus efficace, moins de bavardage, plus de bonbons. Finalement, j'ai erré un peu plus loin que d'habitude et j'ai tourné dans River Glen Drive. Techniquement, ce n'était pas vraiment dans le quartier, mais j'ai vu quelques lumières de Porsche allumées, alors je me suis dit que c'était bon à prendre. La plupart des maisons étaient sombres, lumières éteintes, pas de décoration. Facile à éviter. Puis j'ai vu cette maison que je ne connaissais pas bleu pâle avec un Porsche qui faisait le tour. La lumière du Porsche était allumée. Des citrouilles lanternes bordaient les marches. Et il y avait une chaise près de la porte avec un grand bol de bonbons posé dessus. Un panneau peint à la main, prenez-en un. Pas de voiture dans l'allée. L'endroit n'avait pas l'air abandonné, juste ordinaire. Tranquille. Une lumière jaune brillait à une fenêtre à l'étage. Je suis monté sur le porche et me suis arrêté près de la porte. Il y avait une fenêtre à côté, mais il faisait trop sombre à l'intérieur pour voir clairement. J'ai jeté un coup d'œil aux bonbons. Ces bonbons à la fraise avec des emballages rouges brillants qui me faisaient toujours penser aux vieilles personnes. Pas mes préférés, mais des bonbons, c'est des bonbons. Alors j'ai tendu la main pour en prendre un. C'est là que je l'ai entendu. Pas des pas, pas un grincement, plutôt un bruit de traînée lente, comme quelque chose qui raclait l'intérieur de la porte, à quelques centimètres de ma main. Ce n'était pas fort, mais c'était délibéré, contrôlé. J'ai figé. Je me suis dit que c'était probablement un chien à l'intérieur. Ou peut-être que la maison craquait, comme le disaient toujours mes parents quand les planchers grinçaient. Puis la poignée de la porte a tourné. Pas un mouvement brusque ou une torsion, juste une rotation lente, comme si quelqu'un l'avait saisi silencieusement tout ce temps et avait finalement décidé de l'essayer. J'ai reculé d'un pas, j'ai presque lâché mon seau. La poignée a tremblé à nouveau. Ça a suffi. Je me suis retourné et je suis parti, sans courir, juste en marchant vite. Je ne voulais pas avoir l'air paniqué, même si je l'étais un peu. J'ai fait 10 pas sur l'allée avant d'entendre la porte grincer derrière moi. Juste un peu. Je ne me suis pas retourné. J'ai continué. Je suis arrivé au coin, j'ai tourné dans la rue suivante et je me suis dit que c'était fini. Sauf que non. Environ 10 minutes plus tard, je suis tombé sur une autre maison avec un bol de bonbons sur une chaise devant. Les mêmes bonbons à la fraise, le même panneau prenez-en un, la même écriture. Mais cette maison avait une porte rouge et un panneau à vendre planté dans la pelouse. Je me souvenais de cette maison. Elle était vide tout l'été. Personne n'avait emménagé. Je me suis penché pour regarder les bonbons, et c'est là que je l'ai vu. Coincé entre deux emballages, il y avait un petit morceau de tissu rouge. Exactement la même couleur et la même texture que ma cape. Je n'étais pas allé dans cette maison. Je n'étais même pas passé dans cette rue. C'est là que j'ai enfin regardé derrière moi.
La rue était vide, sauf pour une silhouette debout tout au bout, loin. Grande, trop grande pour être un enfant. Habillée de la tête aux pieds en noir. Pas de costume, pas de masque, pas de mouvement. Juste là, à me regarder. Je me suis retourné et j'ai marché plus vite. Toujours en essayant de garder mon calme, mais tout mon corps était tendu. Je voulais retrouver des gens. D'autres enfants, peut-être un parent avec une poussette. Mais à chaque rue où je tournais, je voyais la même chose. Un autre bol de bonbons, les mêmes bonbons, le même panneau. Toujours sur un porche sans personne. Et toujours, quelque part au loin, cette silhouette en noir. Toujours immobile, toujours à me regarder. J'ai commencé à couper à travers les jardins des gens, essayant de briser le schéma. Plus de rues, juste des raccourcis. Mais chaque fois que je ressortais sur le bloc suivant, c'était là encore. Un autre bol, un autre porche. Les mêmes bonbons, et au loin, la silhouette. J'ai sorti mon téléphone, j'ai essayé d'appeler chez moi, mais l'écran ne faisait que revenir à l'écran de verrouillage. J'essayais de l'ouvrir et il revenait sans cesse, comme s'il buguait. C'est là que j'ai lâché le seau et que j'ai couru. J'ai traversé une cour latérale et je ne me suis pas arrêté. Pas de plan, juste courir jusqu'à ce que j'atteigne le bord du quartier, là où commencent les bois. Je me suis dit que je pouvais couper tout droit, ressortir près des cours de tennis, près de la route principale. Je l'avais fait plein de fois pendant la journée, mais une fois dans les arbres, quelque chose n'allait pas. Je n'entendais rien. Pas mes propres pas, pas le vent, pas même le bruissement habituel des feuilles. Juste le silence, lourd et contre nature, comme si l'air appuyait. J'ai commencé à avoir l'impression de ne pas avancer, comme si je marchais sur place. Puis je l'ai vu à nouveau. Là, au pied d'un arbre, un bol de bonbons en plastique. Le même. Les mêmes bonbons à la fraise. Et par terre à côté, un de mes crocs de vampire cassé en deux. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai hurlé. Après ça, c'est flou. Je me souviens de branches qui me griffaient le visage, de trébucher sur des racines, de me relever, de courir sans savoir où j'allais. Finalement, je suis sorti des bois en trébuchant et je me suis écroulé sur du gravier. Une lumière de Porsche s'est allumée et une femme est sortie en robe de chambre. Elle avait l'air inquiète, elle n'arrêtait pas de demander si j'allais bien. Je n'arrivais pas à sortir un mot. Elle a fini par me raccompagner elle-même chez moi. On était à près de 3 kilomètres de l'endroit où je pensais être. Mes parents n'ont rien cru de tout ça. Ils ont dit que je m'étais perdu, que je m'étais fait peur tout seul, que j'avais probablement vu un gars en costume bizarre et que j'avais paniqué. Mais ce n'était pas ça. Histoire 4. C'était la première année où j'allais faire du porte-à-porte seul. Mon frère maçon m'avait accompagné chaque année avant ça, mais cette fois, il a dit que j'étais assez grand pour le faire tout seul. Mes parents travaillaient tous les deux en soirée et ils n'ont pas dit non. On vivait dans un quartier tranquille juste à l'extérieur d'une petite ville de l'ouest de l'Illinois. Un de ces endroits où les gens laissent leur vélo sur la pelouse et font encore signe de la main quand ils passent en voiture. Halloween était un gros événement là-bas. Je suis parti un peu après 18h, juste au moment où le soleil commençait à descendre. J'ai pris une lampe torche et un vieux oreiller. Pas de vrai costume, juste un sweat à capuche noire et un masque de crâne en plastique que j'avais acheté à la station-service en rentrant de l'école. Je n'aimais jamais les trucs encombrants, les costumes qui rendent difficile de courir ou qui deviennent trop chauds sous le plastique. Je voulais bouger vite et en avoir le plus possible. Vers 19h, j'avais fait la plupart du quartier. Mon oreiller devenait lourd avec des mini Twix, des coupes de beurre de cacahuètes et ces petites boîtes de nerfs. J'avais planifié mon itinéraire à l'avance, je m'étais tenu à la carte de l'église, et j'avais même refait un bloc où j'avais vu une dame distribuer des sneakers taille roi. C'est là que j'ai vu une rue que je ne connaissais pas. Elle était juste après une intersection que j'avais traversée des centaines de fois. Pas de décoration, pas de citrouille sculptée, pas d'enfants, mes 3 lumières de Porsche étaient allumées, et dans ma tête d'enfant de 11 ans, ça voulait dire ouvert pour les affaires. Je n'ai même pas pensé au fait qu'elle n'était pas sur la carte. J'ai juste supposé que je l'avais manqué. Les 2 premières maisons n'ont pas répondu. J'ai frappé, attendu, même essayé la sonnette une fois. Rien. La 3e s'est ouverte. C'était une femme plus âgée, les cheveux blancs tirés en un chignon bas. Elle portait un cardigan beige et avait un de ses bols en plastique remplis de Milky Way Typhoon. Elle a souri dès qu'elle m'a vu,
comme si elle me reconnaissait d'un endroit. « Entre, mon chéri », a-t-elle dit en inclinant le bol vers moi. « On les distribue depuis la cuisine. » Je suis resté là un instant. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a semblé bizarre. Pas effrayant, exactement, juste étrange. Trop familier. « Je peux juste en prendre un ici, lui ai-je dit. » Son sourire a un peu baissé. Pas complètement, juste assez pour le remarquer. « Bon, d'accord », a-t-elle dit, et elle a laissé tomber 2 morceaux dans mon sac. Puis elle a lentement fermé la porte, les yeux toujours sur moi, comme si elle me donnait une dernière chance de changer d'avis. Je me souviens être parti en me sentant étrange, comme si je venais de refuser quelque chose que je ne comprenais pas tout à fait. J'ai regardé une fois derrière moi. Sa lumière de Porsche était toujours allumée. Le lendemain matin, j'ai essayé de retrouver cette rue. J'ai même demandé à Mason s'il s'en souvenait, du côté de West Drive, près du virage. Il m'a regardé comme si j'inventais des trucs. J'ai refait tout le parcours après l'école. Chaque tournant, chaque rue transversale, celle que j'avais trouvée la veille n'y était pas. Une semaine a passé. Les choses sont revenues à la normale. Devoirs, jeux vidéo, dîner avec Mason quand maman et papa travaillaient tard. Puis, le vendredi soir, Mason m'a invité à sortir avec lui et ses amis. Ils allaient dans les bois derrière notre quartier. Il y a un sentier là-bas qui passe derrière la dernière rangée de maisons et traverse les buissons le long d'un ruisseau asséché. Mason et ses amis y allaient depuis des années, allumaient des feux, buvaient des bières en cachette, faisaient ce que font les ados quand personne ne les regarde. On ne m'avait jamais invité avant, alors j'ai dit oui avant qu'ils ne changent d'avis. On est parti après la tombée de la nuit. C'était moi, Mason, Kyle et Drew. Ils portaient des lampes torchées, mais ne les utilisaient pas beaucoup. Ils étaient trop occupés à plaisanter, à se bousculer, à rire de choses que je ne comprenais pas vraiment. Je traînais un peu derrière, essayant de ne pas avoir l'air de galérer à suivre. Après 15 minutes, on est arrivé à une clairière. Mason s'est arrêté. « La voilà », a-t-il dit. J'ai suivi son regard. À travers une fine ouverture dans les arbres, j'ai pu voir 3 maisons identiques à celles d'Halloween. Même distance, même toits inclinés, et la troisième, celle de droite, avait cette même lumière jaune chaude qui brillait sur le porche. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de pied dans la poitrine. Je croyais qu'il n'y avait pas de maison ici, ai-je dit. Il n'y en a pas, a répondu Kyle, comme si c'était évident. On est tous restés là, sans parler. Puis Drew s'est avancé vers la maison de gauche. Mason lui a dit de rester en arrière, mais il nous a juste fait signe de le laisser tranquille. Détends-toi. Ce sont probablement juste de vieilles cabanes ou un truc comme ça. J'ai attrapé son bras. Je les ai vus. La dame était bizarre. Je pense qu'il y a un problème avec cette maison. Il a juste ri et a continué à marcher. Il a frappé 2 fois à la porte, puis nous a regardés. Rien ne s'est passé. Il a tendu la main vers la poignée et a poussé la porte, juste un peu. La porte a grincé et, à ce moment-là, les 3 lumières du porche se sont éteintes. On s'est figé. Personne n'a dit un mot. Pas même Drew. Il s'est penché un peu plus et a disparu. Pas comme s'il était entré. Pas comme s'il s'était caché. Une seconde, il était là, à moitié dans l'embrasure de la porte, et la seconde d'après, il avait disparu. Comme si quelque chose l'avait attrapé et arraché à la surface de la terre. Mason a hurlé et a couru vers la maison. J'ai attrapé son sweat et j'ai essayé de le retenir, mais il s'est dégagé. Il a ouvert grand la porte. La lumière du porche a clignoté et s'est rallumée. L'intérieur de la maison semblait vide. Aucun de nous n'a bougé. Finalement, j'ai fait un pas en arrière. On devrait partir. Kyle n'a pas discuté. Il s'était déjà retourné. Mason a hésité quelques secondes de plus, fixant l'entrée ouverte comme s'il s'attendait à ce que Drew en ressorte. J'ai dû lui attraper le bras à nouveau, tirer fort. Ça a finalement brisé le sort. On a couru. Les branches nous fouettaient le visage. Les racines nous faisaient trébucher. À un moment, j'ai lâché ma lampe torche et je ne me suis même pas donné la peine de la ramasser. On ne s'est pas arrêté avant d'être de retour au bord du quartier, debout sous le premier réverbère qu'on a vu. On n'en a pas parlé cette nuit-là. Personne n'a dit un mot sur le chemin du retour. Mason et Kyle sont restés dans la chambre de Mason jusqu'à ce que le soleil se lève.
Je les ai observés à travers la fente de la porte, aucun des deux ne parlant, juste fixant devant eux comme s'ils attendaient que quelque chose les rattrape. Le lendemain après-midi, la mère de Drew a appelé la police. Il n'était pas rentré. On a dit qu'on ne l'avait pas vu depuis l'école. Les flics ont fouillé les bois. Ils ont amené des chiens. Rien. Ils ont même amené un drone à un moment. Même chose, juste des arbres, des broussailles mortes et un lit de ruisseau asséché. Histoire 5. Je louais l'étage d'un duplex sur Maple Ridge Drive, juste à l'extérieur d'East Ford, en Pennsylvanie. Une ville paumée, surtout des vieilles maisons et des stations-service. Je finissais mes études en ligne et je travaillais de nuit dans une station-service juste à côté de la route 32. Je n'avais pas beaucoup de temps ou d'énergie pour autre chose. Comme j'avais la soirée de libre, je me suis dit que je ferais au moins un effort basique pour les enfants qui faisaient du porte-à-porte. Je suis passé au marché d'Oran la veille et j'ai pris quelques sacs de bonbons, les bons, rien avec des raisins. Je n'ai pas décoré, j'ai juste enfilé une vieille chemise à carreaux, attrapé un vieux bol en plastique orange que j'avais trouvé sous l'évier, et je me suis assis sur les marches avec les bonbons sur les genoux. À 18 h, tout était en pleine effervescence. Les enfants couraient entre les maisons. Les parents se tenaient en petits groupes près du trottoir, et quelqu'un plus loin dans la rue avait un haut-parleur qui diffusait de la musique d'Halloween kitsch. C'était en fait plutôt sympa. Un de ces trucs dont on ne réalise pas qu'on en avait la nostalgie jusqu'à ce qu'on soit assis au milieu. Les enfants étaient le mélange habituel, des princesses, des super-héros, un ou deux costumes Minecraft fait maison. J'en reconnaissais quelques du quartier, mais la plupart venaient d'ailleurs en ville, probablement parce que Maple Ridge était connu pour distribuer des barres chocolatées grandeur nature, même si je ne contribuais pas à cette légende. Après environ 1 heure, le bol commençait à se vider, et je me suis dit que j'allais bientôt arrêter. J'ai commencé à donner un bonbon par enfant au lieu d'une poignée, le signe international pour dire c'est bientôt fini. Puis le grand garçon est arrivé. Il est venu seul, pas de parents qui traînaient à proximité, pas de frères et sœurs qui le suivaient, il est juste monté directement les marches du porche comme s'il savait où il allait. Il était plus grand que les autres, probablement au lycée, mais c'était difficile à dire avec le masque. C'est le masque qui m'a mis mal à l'aise. Il avait l'air fait maison, et pas de la manière amusante des activités manuelles. C'était un visage en papier raide et rugueux, presque réaliste, mais tout était faux. Les yeux étaient trop écartés. Le front était énorme. La bouche semblait avoir été peinte en dernier recours, juste une ligne étroite et tordue. Ça donnait à l'ensemble un air étrange, presque malsain, comme si quelqu'un avait essayé de fabriquer une personne de mémoire, mais avait mélangé les détails. J'ai tendu le bol et j'ai dit, prends en un, mon pote. Il n'a pas bougé, il est juste resté là. La tête légèrement inclinée. J'ai regardé derrière lui, m'attendant à voir quelqu'un d'autre attendre sur le trottoir. Rien. Personne à proximité. La rue s'était vidée. Et ai-je dit, plus fermement cette fois. Tout va bien ? Il a levé sa main droite lentement, comme quelqu'un qui tendrait la main vers une bougie sans être sûr qu'elle est allumée. Puis il a pointé le bol. J'ai hoché la tête, pensant qu'il était peut-être timide ou non-verbal. Ouais, vas-y. Au lieu de prendre un bonbon, il a renversé tout le bol. D'un seul mouvement fluide, il l'a retourné et a vidé tout le contenu sur les marches du porche, puis il s'est retourné et est redescendu sans dire un mot. Pas un regard en arrière, pas de pause. Je n'ai pas réagi tout de suite, je l'ai juste regardé partir. Sa posture n'a pas changé. Il marchait avec une étrange calme, comme s'il suivait une ligne invisible que personne d'autre ne pouvait voir. Finalement, je me suis penché et j'ai ramassé les bonbons dans le bol. Je suis resté assis là quelques minutes, essayant de chasser cette étrange sensation. Puis je me suis levé, je suis rentré et j'ai éteint la lumière du porche. J'ai dit que c'était fini. Je me suis dit que c'était juste un ado qui voulait faire peur. J'ai préparé à manger et je me suis écroulé sur le canapé avec la télé allumée. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai mis. Probablement une de ces émissions de télé-réalité stupides qui ne demandent aucun effort cérébral. Vers 21h30, il y a eu un autre coup. Pas à la porte. À la fenêtre. 3 coups. J'ai mis la télé en sourdine et je suis resté là à écouter. 5 secondes plus tard, 3 autres coups. Même rythme, net, bas. Je me suis approché et j'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau. 3 enfants se tenaient sur le porche,
mais il ne faisait pas du porte-à-porte. Pas de costume, pas de sac à bonbons, juste des vêtements ordinaires, des sweats, des jeans, et il ne bougeait pas. L'un d'eux était accroupi juste à côté de la fenêtre, me fixant à travers la vitre. Je ne pouvais pas distinguer clairement le visage, mais les yeux étaient grands. Trop grands. J'ai reculé rapidement, le cœur battant. Les coups se sont arrêtés. J'ai attendu là dans le noir pendant au moins 5 minutes, retenant à peine ma respiration, et écoutant le moindre pas ou murmure. Rien. Finalement, j'ai rallumé la télé, volume bas, et j'ai essayé d'oublier. Je me suis dit que c'était juste des ados plus âgés qui s'amusaient. Des trucs d'Halloween. À 22h20, je l'ai entendu à nouveau, pas des coups cette fois, un bruit de traînée. Ça a commencé faiblement, comme quelque chose de lourd traîné sur du béton, et ça s'est amplifié en s'approchant. J'ai hésité une seconde, puis j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti sur le porche. La cour était saccagée. Du papier toilette dans les haies. Quelques œufs éclaboussés sur la rambarde du porche. Mais ce n'était pas ça qui m'a frappé. Le bol. Il était posé bien au milieu de la cour, propre, plein de bonbons, mais pas de ceux que j'avais achetés. Les emballages étaient différents, délavés. Certains avaient des noms que je ne reconnaissais pas. Un avait un logo de dessin animé qui semblait des années 70. Un autre avait des caractères étrangers, russes ou peut-être polonais. Et puis je l'ai revu, au bord de la cour, près des buissons. Le même masque, la même immobilité. Cette fois, je pouvais voir plus du costume. Ça ressemblait à une chemise de bricolage en épouvantail, de vieux salopettes, des gants qui ne correspondaient pas, mais les morceaux ne s'assemblaient pas correctement. Les vêtements pendaient bizarrement sur son corps. Les coutures ne correspondaient pas. Ça semblait assemblé à la hâte, comme si quelqu'un avait essayé de fabriquer une personne avec des restes. Il ne bougeait pas, ne clignait pas des yeux, il regardait juste. Je suis entré dans la cour, j'ai attrapé le bol et je suis reculé lentement vers le porche. Je ne l'ai pas quitté des yeux jusqu'à ce que je sois à l'intérieur. J'ai verrouillé la porte, j'ai jeté les bonbons à la poubelle et j'ai jeté le bol après. Je me sentais stupide, honnêtement, comme si je laissais une blague me faire peur. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation dans mon estomac, cette tension basse et fausse, comme si quelque chose se préparait. À minuit, des pas sur le porche, réguliers, lents, puis silence, puis un doux bruit, comme du plastique posé délicatement contre du bois. J'ai attendu, j'ai compté jusqu'à 60, puis j'ai regardé par le Judas. Rien. J'ai ouvert la porte juste un peu. Le bol était de retour. Le même, en plastique orange. La même pile de bonbons. Toujours plein. Par-dessus, il y avait un morceau de papier de cahier plié. Je l'ai apporté à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et j'ai déplié le mot. Il disait « N'oublie pas de dire merci ». J'ai laissé le bol dehors et je suis allé dans ma chambre. J'ai coincé une chaise sous la poignée de la porte et je n'ai pas beaucoup dormi. Le lendemain, je suis allé dans un supermarché à 2 villes d'ici et j'ai tout jeté, le bol, les bonbons, le mot, dans leur benne à ordures derrière. J'ai pensé que ce serait la fin. 2 nuits plus tard, je suis rentré de mon travail vers 3 heures du matin. J'ai allumé la lumière de la cuisine. Le bol était dans l'évier, propre, sec, avec les mêmes bonbons à l'intérieur. C'était ça. Je ne l'ai même pas touché. Je suis juste resté là longtemps à le fixer. Le lendemain matin, j'ai envoyé un mail à mon propriétaire, je lui ai dit que je devais rompre le bail, j'ai payé la pénalité, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé dans un petit studio à Landenne avant la mi-décembre. Histoire 6. Je ne le faisais pas pour les bonbons. C'était plus pour garder cette stupide petite tradition avec mon meilleur pote, Owen. On le faisait depuis qu'on était gamin. Et même si on était clairement trop vieux pour ça, on continuait à se pointer chaque année avec des sacs à dos vides et sans costume, juste 2 idiots qui traînaient en faisant semblant que c'était ironique. Ça ressemblait toujours à une demi-blague. On roulait des yeux devant les décorations, on piquait des bonbons dans les bols que les gens laissaient dehors, et on parlait de combien Halloween c'était nul. Maintenant, je pense qu'on savait tous les deux que c'était probablement notre dernière année. On était en terminale, et tout ce qui venait après semblait déjà nous éloigner. Cette soirée a commencé comme d'habitude, trottoir jonché d'emballages de bonbons, citrouille lanterne à moitié éteinte, ces squelettes à 2 balles qui se balançaient sur les porches. La plupart des maisons ne se donnaient même pas la peine d'ouvrir la porte.
Juste un bol en plastique et un panneau écrit au marqueur, prenez-en un. Vers 20h30, la plupart des bols étaient déjà vides. À 21h, le quartier était mort. On marchait sur Rancho Drive, une de ces rues sinueuses où chaque maison ressemble à une copie de la précédente. Bardage beige, boîte aux lettres penchées, Porsche qui n'avait pas vu de coupe de peinture fraîche depuis des années. On pouvait à peine distinguer celles qui distribuaient encore des bonbons. La plupart avaient déjà éteint leur lumière. On était sur le point de rentrer quand Owen a pointé du doigt devant nous. « Celle-là est encore allumée », a-t-il dit. Effectivement, il y avait une lumière sur le Porsche. Pas orange, pas festive. Juste une ampoule blanche terne suspendue au-dessus de la porte. Pas de citrouille, pas de toile d'araignée, pas de musique ni de bruit venant de l'intérieur. Juste un morceau de papier déchiré, collé à la rambarde, prenez-en un. Mais il n'y avait rien. Pas de bol, pas de panier, pas de bonbons en vue. J'étais déjà à moitié sur les marches quand Owen a rigolé derrière moi. Peut-être que c'est à l'intérieur, a-t-il dit. Va sonner. J'ai appuyé sur la sonnette. Pas de son, pas de mouvement, juste le silence. Puis la porte s'est entrouverte. Pas grand, peut-être 10 cm, juste assez pour apercevoir un étroit couloir avec des planchers en bois et une petite table près du mur. Il y avait un bol sur la table, mais d'où je me tenais, je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait dedans. Puis une main est apparue. Des doigts fins, une peau pâle, pas de visage, pas de voix, juste une seule main glissant par l'entrebâillement, tenant une barre de chocolat grandeur nature. Pas les petites. Une de ces grosses barres qu'on achète en multipack au supermarché. Je l'ai prise. La main n'a pas bougé. J'ai un peu ri. Merci, ai-je dit, mais elle est restée là, à attendre. Par un étrange réflexe, j'ai sonné à nouveau. Lentement, une autre barre est passée par l'entrebâillement. Même main, même immobilité. Je l'ai prise aussi, et j'ai reculé. Ils doivent se sentir généreux, ai-je dit, en essayant de garder un ton léger. Puis j'ai vraiment regardé la barre. Quelque chose clochait. L'emballage n'était pas scellé. Il avait été ouvert et replié. Pas déchiré, juste manipulé. Owen m'a vu la fixer. Jette-la, a-t-il dit, déjà en train de s'éloigner. On passe par le sentier derrière le quartier, le petit chemin de terre entre les bois qui nous fait gagner 10 minutes sur le chemin du retour. C'était toujours un peu flippant la nuit, mais on l'avait fait des dizaines de fois. Des arbres des deux côtés, des feuilles qui craquaient sous les pieds, le bruissement occasionnel d'un écureuil ou d'un truc comme ça. Mais à mi-chemin, quelque chose a changé. Pas un bruit, exactement, juste un changement, comme si l'air derrière nous était différent. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Il y avait quelqu'un sur le sentier. Pas en train de courir, pas même en train de marcher vite, juste en train de nous suivre. Cette personne était entièrement recouverte d'un drap blanc. Pas de trou pour les yeux, pas de masque, juste du tissu drapé sur elle, lisse et immobile, de la tête aux pieds. J'ai ralenti un peu. Et, ai-je dit, en essayant de sonner détendu. Tu vois ça? Owen s'est retourné, puis a arrêté de marcher. D'accord, a-t-il dit à voix haute. C'est drôle, rentre chez toi. La silhouette n'a pas réagi. Elle a juste continué à marcher. Même allure, même distance. On a accéléré le pas, allez, fais-le. Pas de beaucoup, mais assez. Chaque fois que je regardais en arrière, elle était plus proche. Jamais en train de courir, juste en train de se déplacer dans ce même rythme régulier. Ni Owen ni moi n'avons dit un mot après ça. On a couru. Une fois qu'on a atteint le trottoir près de chez moi, on a sprinté, traversé ma pelouse, claqué la porte derrière nous et l'avons verrouillée. On n'a pas parlé pendant un moment. On est juste monté dans ma chambre et on est resté près de la fenêtre. Owen n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à travers les stores, comme s'il s'attendait à quelque chose. Probablement juste une blague, a-t-il marmonné après un moment. Quelqu'un qui nous fait marcher. J'ai hoché la tête. Ça avait du sens. C'était Halloween. Les gens faisaient des trucs stupides. On a fini par jouer aux jeux vidéo, en triant les bonbons qui n'avaient pas l'air bizarres. Vers minuit, on avait l'impression que tout était redevenu normal. Puis Owen a regardé par la fenêtre à nouveau. Il s'est penché, a plissé les yeux et a dit « C'est un mouton ?» Je me suis placé à côté de lui et j'ai regardé. Il y avait quelque chose dans le jardin. Pas debout,
juste allongé là, au milieu de l'herbe. Un drap blanc plié soigneusement, comme si quelqu'un avait laissé tomber du linge. On l'a observé pendant plus d'1 minute. Ça ne bougeait pas. Pas de vent. Pas de signe de quelqu'un à proximité, mais j'avais cette sensation serrée dans la poitrine, comme si on ouvrait la porte, quelque chose nous attendrait. On n'a pas dormi. Quand le soleil s'est levé, ça avait disparu. J'ai demandé à ma mère si elle avait vu quelque chose de bizarre dehors. Elle m'a juste regardé bizarrement et a dit non. Je n'ai pas insisté. Owen et moi, on a décidé de ne rien dire à personne. On est retourné à l'école, on a fait semblant que tout était normal, mais la sensation est restée. Quelques semaines plus tard, je rentrais de la station-service. C'était en début de soirée, il ne faisait même pas encore nuit. J'ai remarqué quelque chose sur l'herbe près du trottoir. Juste un petit morceau de tissu blanc. Ça aurait pu être n'importe quoi, une serviette, une vieille chaussette, mais c'était plié trop proprement, trop intentionnellement. Après ça, j'ai commencé à en remarquer d'autres. Des petits bouts coincés sous les buissons. Une bande de coton blanc accrochée à une clôture. Toujours juste là où je marchais. Jamais gros, jamais clairement identifiable. Mais il continuait à apparaître. Halloween est revenu. Je suis resté chez moi, lumières éteintes, rideaux tirés. À 1h15 du matin, quelqu'un a frappé à la porte. Pas fort, juste 3 coups doux. Je suis resté longtemps dans le couloir à écouter. Pas de pas, pas de voix, rien. Je ne l'ai pas ouverte. Le matin, le porche était vide, mais pas la boîte aux lettres. À l'intérieur, il y avait une seule barre de chocolat déballée. Je l'ai emportée directement dans la cuisine, je l'ai jetée dans l'évier, je l'ai arrosée de liquide pour briquet et je l'ai brûlée. L'emballage a noirci en quelques secondes. J'ai laissé l'eau couler pendant 1 heure après, juste au cas où. Après ça, j'ai arrêté de répondre à la porte le soir d'Halloween. Je ne laisse même plus sonner. L'année dernière, j'ai réservé une chambre de motel à Granbury, à l'autre bout de l'État. J'ai payé en cash, j'ai laissé mon téléphone éteint, je n'ai dit à personne où j'étais. À 1h14 du matin, je l'ai entendu à nouveau. 3 coups doux. J'ai attendu jusqu'à l'aube avant de vérifier. Personne n'était dans le couloir. La réception a dit que personne d'autre n'avait enregistré à mon étage. J'ai déménagé après ça. Une autre ville, un autre nom sur le bail. Je n'ai plus parlé à Owen depuis notre 2e année de fac. Histoire 7. Notre quartier n'était pas vraiment un endroit pour Halloween. C'était calme la plupart des soirs, le genre de rue où les gens se faisaient signe de la main mais ne parlaient pas vraiment. Quelques maisons mettaient des décorations, des araignées en plastique, des fantômes en papier, mais cette année-là, j'ai remarqué que plus de lumières de porche étaient allumées que d'habitude. Ma mère a dit que peut-être les gens essayaient de redonner un peu d'esprit à tout ça. Elle avait l'air heureuse. Moi, j'étais juste excité qu'elle ait dit que je pouvais aller faire du porte-à-porte seul pour la première fois. Techniquement, je n'étais pas censé y aller tout seul. Mon ami Trevor et moi avions prévu de nous retrouver au coin de Pinnehash. J'ai attendu là un moment, mon sac à bonbons plié sous le bras, regardant d'autres enfants passer en groupe. L'air était assez froid pour piquer quand je respirais, et je me souviens avoir pensé que Trevor était peut-être juste en retard. Mais après quelques minutes, c'était clair qu'il ne viendrait pas. Je me suis dit, bon, j'étais déjà là. Autant commencer. Les premières maisons étaient assez normales. Citrouilles en plastique, fausses toiles d'araignée, et beaucoup de ces petites barres de chocolat Typhon. J'ai eu un sneaker grandeur nature à un endroit, ce qui a immédiatement fixé la barre haute pour le reste de la soirée. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la routine, marcher, dire des bonbons ou un sort, recevoir des bonbons, passer à la suivante. C'était facile, prévisible. Puis j'ai tourné dans Clovey Drive. Cette rue semblait différente. L'air était encore plus calme. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le réverbère au bout clignotait par intervalles étranges et lents, comme s'il était sur une minuterie. Et il y avait une maison qui se démarquait. Pas parce qu'elle était super décorée ou quoi que ce soit. Juste parce qu'elle semblait délibérée. Des citrouilles bordaient les marches, mais leur visage était bizarre. Les découpes n'étaient pas des triangles ou des cercles, juste de longues et fines entailles qui couraient verticalement sur les visages. Elles n'avaient pas l'air en colère ou heureuses. Elles avaient juste l'air décalées.
Il y avait un panneau manuscrit collé sur la porte, « Veuillez frapper ». Sonnette cassée. Alors je l'ai fait. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte et une femme se tenait là. Elle portait ce que je pensais être un costume d'infirmière, mais ça ne ressemblait pas à quelque chose qu'on achète en magasin. C'était à l'ancienne, comme quelque chose sorti d'un film en noir et blanc. Robe bleu pâle, boutons blancs, tissu raide. Ses cheveux étaient tirés en arrière trop serrés, et son rouge à lèvres était de travers, comme si elle l'avait mis à la hâte. Elle m'a regardé quelques secondes avant de dire enfin, « Tu es en avance ». J'ai souri maladroitement. Des bonbons ou un sort ? Elle a tendu un petit bol en céramique. À l'intérieur, il y avait des bonbons à la menthe, ceux qu'on distribue dans les dîners ou chez le dentiste. Pas même des bonbons emballés, juste des bonbons à la menthe. J'en ai pris un pas, j'ai un peu ri, pensant qu'elle plaisantait, mais elle n'a pas souri. Je ne suis pas censé entrer, ai-je dit, essayant de sonner poli. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste retournée et a marché plus profondément dans la maison, laissant la porte grande ouverte. Alors qu'elle s'éloignait dans le couloir, j'ai aperçu son reflet dans un miroir accroché au mur. C'est là que je l'ai remarqué. Ses jambes ne bougeaient pas de la même manière qu'auparavant. Elle se pliait mal, désynchronisée du reste de son corps, comme si son reflet avait une volonté propre. Ça m'a suffi. J'ai descendu ce porche si vite que j'ai failli trébucher. Je n'ai pas couru, pas encore. Mais je n'arrivais pas à chasser cette image de ma tête. Je me suis dit que c'était juste un mauvais éclairage, peut-être un miroir déformant, mais la pensée m'a suivi pendant le reste du pâté de maison. Les maisons suivantes m'ont un peu calmé. Un homme déguisé en pirate m'a donné des Twizzlers. Une dame avec des oreilles de chat a laissé tomber des mini Kit Kat dans mon sac et m'a appelé mon chou. Ça semblait normal à nouveau, jusqu'à ce que j'arrive à cette maison sans aucune décoration. La lumière du porche était allumée, mais les fenêtres étaient sombres. Un homme a ouvert la porte, tenant une boîte de raisins secs. Il avait l'air fatigué. Il m'en a donné un, a souri comme s'il faisait trop d'efforts, et a dit « Fais attention aux jumeaux ». J'ai cligné des yeux. « Quels jumeaux ?» Il n'a pas répondu. « Ferme juste la porte ». Il était 20h15 quand j'ai réalisé que j'avais fait le tour vers Clover Drive à nouveau. Je ne l'avais pas fait exprès. C'est juste arrivé. J'allais la sauter, mais puis j'ai vu quelqu'un assis sur les marches du porche de cette même maison, celle avec les citrouilles bizarres. C'était un gamin déguisé en pompier. Il avait le casque en plastique, les bandes réfléchissantes sur la veste, même une petite hache jouée accrochée à sa ceinture. Il avait l'air plus jeune que moi, peut-être 7 ou 8 ans. « Tu fais du porte-à-porte aussi ?» ai-je demandé. Il s'est levé et a hoché la tête. « Il distribue des jouets dans la maison jaune » a-t-il dit, en pointant vers le bas de la rue. J'ai regardé autour, mais il faisait trop sombre pour dire quelle maison était jaune. « Viens » a-t-il dit, déjà en marche. Je l'ai suivi. Il semblait savoir où il allait. On a passé quelques maisons, toutes avec des lumières allumées mais sans décoration, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une qui avait l'air complètement ordinaire. Celle-là, a-t-il dit. La lumière du porche était faible. Pas de citrouille, pas de fausse toile d'araignée, rien. Juste un paillasson qui disait « Bienvenue ». Il a frappé une fois et a reculé. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Un homme se tenait là en peignoir, haletant comme s'il venait de monter les escaliers en courant. Le gamin pompier l'a regardé et a dit qu'il voulait voir les jouets. L'homme m'a fixé. « Je n'ai pas d'enfant » a-t-il dit. Sa voix a un peu tremblé. « Vous devez partir. » Puis il a regardé par-dessus mon épaule et toute son expression a changé. Il a chuchoté quelque chose que je n'ai pas entendu et a claqué la porte. Je me suis retourné pour demander au gamin ce que c'était, mais il avait disparu. Pas de bruit, pas de pas, pas de mouvement. Juste disparu. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, essayant de comprendre si c'était une blague élaborée. La nuit semblait soudain plus lourde, comme si tout l'air autour de moi s'était épaissi. Finalement, j'ai recommencé à marcher. Je me suis dit que je ferais encore quelques maisons, puis je rentrerais. C'est là que j'ai trouvé le cul-de-sac. Ce n'était pas loin de là où j'étais, juste une petite rue latérale que je n'avais pas remarquée avant. 6 maisons en cercle, toutes avec leur lumière de porche allumée. Toutes parfaitement éclairées, comme si elles attendaient. La première maison avait la porte d'entrée entr'ouverte. À l'intérieur,
Je pouvais voir un bol de bonbons sur une petite table juste à l'entrée. J'ai hésité, puis j'ai avancé un pied sur le seuil et j'ai attrapé un bonbon. Au moment où ma main l'a touché, quelqu'un a toussé derrière la porte. Je n'ai pas regardé. J'ai juste reculé lentement et j'ai laissé le bonbon là. La maison suivante avait un mot manuscrit collé sur la porte, sonnez. Comptez jusqu'à 5, puis entrez. Je ne me suis même pas approché. À la troisième maison, un homme a ouvert la porte, portant un pull avec une citrouille dessus. Il a souri, a laissé tomber un rouleau de Smarties dans mon sac et a dit « Costume mignon. » Merci. J'ai dit « Vous avez eu beaucoup d'enfants ce soir ?» Il a un peu froncé les sourcils. Tu es le premier. J'ai jeté un coup d'œil en arrière à toutes les lumières de Porsche qui brillaient autour du cercle. Vraiment ? Il a hoché la tête, puis s'est penché légèrement, baissant la voix. Tu es avec eux. Avec qui ? Il a regardé par-dessus mon épaule à nouveau, puis a secoué la tête. Laisse tomber. La porte a cliqué en se fermant. Je me souviens être resté là, le froid commençant à mordre à travers ma veste, en me disant que je devrais juste rentrer. Mais quelque chose dans le silence m'a retenu là. La quatrième maison avait 2 squelettes assis côte à côte sur une balançoire de Porsche. Quand je suis passé, la balançoire a grincé une fois, même s'il n'y avait pas de vent. J'aurais juré que la tête d'un des squelettes s'était tournée vers moi. Je ne me suis pas arrêté. À la 5e maison, j'ai vu un enfant à la fenêtre de l'étage. Il était debout, parfaitement immobile, me fixant. J'ai fait un signe de la main, me sentant stupide de le faire. Il n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux, il est juste resté là, pâle et immobile. La 6e maison était différente. Un grand miroir était accroché à la porte d'entrée, cloué là. Pas de décoration, pas de bol de bonbons, juste le miroir. Je l'ai regardé et j'ai figé. Je n'ai pas vu mon propre reflet. À la place, j'ai vu une rangée d'enfants debout derrière moi. Différents costumes, fantômes, clowns, animaux, mais tous immobiles, tous en train de me regarder. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Je me suis retourné en m'attendant à les voir, mais la rue était vide. Juste des maisons vides et cette lumière vacillante au bout du pâté de maisons. Quand j'ai regardé mon sac, il semblait plus lourd, trop lourd. Je l'ai ouvert. Les bonbons à la menthe étaient de retour. Pas un ou deux, des dizaines, empilés sous mes bonbons comme s'ils y avaient toujours été. J'ai lâché le sac, puis j'ai couru. Je ne me suis pas arrêté à la fin du cul-de-sac. Je ne me suis pas arrêté au coin suivant. Je ne me suis même pas arrêté quand ma lampe torche s'est éteinte. J'ai juste continué à courir jusqu'à ce que je voie la lueur de ma propre lumière de Porsche. J'ai frappé à la porte jusqu'à ce que ma mère l'ouvre. Elle avait l'air terrifiée en me voyant, haletant et tremblant. Elle m'a fait asseoir, m'a apporté de l'eau et a essayé de me calmer. Quand j'ai enfin repris mon souffle, je lui ai tout raconté, chaque détail dont je me souvenais. Elle m'a écouté en silence, puis a demandé « Trevor est venu ?» J'ai dit « Non ». Son visage a changé. C'est étrange. Sa mère a dit que tu étais passé plus tôt. Elle a dit que tu l'avais pris. J'ai secoué la tête. Il n'est jamais sorti. Elle a appelé chez lui. Pas de réponse. La famille de Trevor a déménagé 3 semaines plus tard. Personne n'a jamais dit pourquoi. Après ça, ma mère ne m'a plus jamais laissé sortir pour Halloween. Histoire 8. Notre ville avait cette tradition têtue de ne faire le porte-à-porte que le jour même d'Halloween, peu importe si c'était un soir d'école ou non. Ma mère devait travailler tard, alors elle m'a laissé sortir avec mon meilleur ami, Ellie, et son grand frère, Marcus. Notre quartier était petit, juste un ensemble de rues en boucle qui s'entremêlaient comme un 8. Ce n'était pas comme si on couvrait une énorme zone. On connaissait chaque maison, chaque raccourci, et chaque vieux grincheux qui ne distribuait pas de bonbons. La seule règle était de rentrer avant 21h. À 20h30, on avait fait tout le côté, mais j'avais encore de l'énergie. Ellie aussi. Marcus, non. Il avait l'air épuisé, et peut-être un peu agacé que sa soirée de lundi soit passée à jouer les babysitter pour 2 gamins surexcités par le sucre. Pourtant, on l'a convaincu de nous laisser traverser vers la boucle ouest. C'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. La plupart des maisons avaient déjà fermé boutique, lumières éteintes, décorations débranchées, ce genre de choses.
Puis on est passé devant un endroit dont je jure ne m'être jamais souvenu. C'était caché derrière une éhode qui s'incurvait autour de la cour comme si elle essayait de tenir les gens à distance. Le portail était ouvert. De vraies bougies, pas les fausses électriques, bordaient le chemin jusqu'à la porte d'entrée, laissant couler une épaisse cire orange sur les côtés. Cette maison était là l'année dernière, ai-je demandé. Ellie a secoué la tête. Jamais vu. Marcus n'a rien dit. Il est juste resté sur le trottoir à la fixer, comme s'il pesait le pour et le contre entre dire quelque chose ou faire semblant que ce n'était pas notre problème. La maison avait l'air vieille, pas délabrée, juste vieille de cette façon qui donne l'impression que des gens y vivaient il y a 100 ans, posant raide pour des photos. Mais les fenêtres brillaient, pas à cause d'ampoules, mais de bougies à nouveau, de vraies flammes vacillantes derrière les vitres. Marcus est resté sur le trottoir. Ellie et moi, on est montés sur le porche. Les planches ont grincé sous nos pieds, le genre de bruit qui te fait te figer une seconde pour t'assurer que rien ne casse. Il y avait un seul bol posé près de la porte. Il avait l'air en métal, mais pas du genre brillant. Gris terne, un peu comme quelque chose qu'on trouverait dans un musée. Au-dessus, un petit mot était soigneusement collé sur la porte, prenez-en un. Laissez-en un. Trick trouble. Il n'y avait pas d'emballage vide dans le bol. Juste ces drôles de petits bonbons, chacun enveloppé dans un papier ciré orange pâle torsadé aux extrémités, comme des caramels à l'ancienne. On est resté là une seconde à le regarder. Ellie a haussé les épaules et en a pris un. J'ai hésité une seconde, puis j'en ai attrapé un aussi. Il a sorti un vieux chewing-gum froissé de la poche de son sweat et l'a laissé tomber dans le bol. Je n'avais rien d'autre, juste ce que j'avais déjà ramassé, et je n'allais pas me séparer de quelque chose de bon. Pourtant, j'ai pensé qu'un mini Twix ne ferait pas de mal, alors je l'ai jeté dedans. Quand on est redescendu, Marcus était toujours figé au même endroit. « Vous avez fini, les gars ?» a-t-il demandé, sans nous regarder, juste au-delà de nous, vers le porche. On a hoché la tête, un peu confus. Puis on a commencé à marcher vers la maison. Quelques maisons plus loin, sous le prochain réverbère, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Mon seau semblait plus léger. Je me suis arrêté et j'ai vérifié. Il était presque plein quand on avait quitté ce porche. Maintenant, il était à moitié vide. Tout ce qui était bon avait disparu, les barres de chocolat, les paquets de biscuits, il ne restait que des sucettes et des bonbons durs. Quoi, ai-je dit à voix haute. Quelqu'un m'a volé mes bonbons. Ellie a vérifié son seau aussi. Moi aussi. Marcus s'est tourné vers nous. Vous avez pris des bonbons dans ce bol? On a hoché la tête. Et vous avez laissé quelque chose dedans? Oui, a dit Ellie. Juste des bonbons pourris. Du chewing-gum, un Twix. Marcus a soupiré, pas agacé, plutôt déçu. Vous étiez censé laisser quelque chose que vous aimiez vraiment, a-t-il marmonné. Il n'a pas expliqué, il a juste commencé à marcher plus vite. Quand on est arrivé chez lui, il nous a dit de ne rien manger de ce qu'on avait reçu de cette maison. Même pas y toucher. J'ai vidé mon butin sur le tapis de sa chambre et j'ai sorti le bonbon bizarre enveloppé de cire. Pas d'étiquette, pas de marque, juste un petit morceau mou enveloppé dans du papier, comme si quelqu'un l'avait fait à la main. Quoi, ai-je demandé. Marcus m'a regardé très sérieusement. Tu connais la maison de sa rue? J'ai secoué la tête. Elle n'apparaît qu'une fois par an. La nuit d'Halloween. Si tu prends quelque chose, tu dois donner quelque chose que tu veux vraiment. Sinon, ça en prend plus. Ellie a ricané. D'accord, c'est un peu dramatique, mais il n'a pas ri. Et Marcus ne plaisantait clairement pas. On n'en a plus parlé après ça, jusqu'au lendemain matin. C'est là que j'ai réalisé que mon téléphone avait disparu. Pas juste égaré. Disparu. J'ai vérifié ma chambre, mon sac à dos, même sous mon lit. Rien. J'ai demandé à ma mère si elle l'avait vu. Elle avait l'air confuse. Tu n'as pas de téléphone, a-t-elle dit. J'ai cru qu'elle me faisait marcher, mais elle a continué. On a dit que tu pourrais en avoir à l'année prochaine. Tu te souviens? Je ne me souvenais pas, parce que j'avais eu ce téléphone pendant 6 mois. J'avais des photos du camp d'été dessus, des vidéos de son chat, des messages d'elle. Je l'ai décrit. Elle s'est énervée. Tu demandes un téléphone depuis le printemps. On a dit non à chaque fois. Elle a claqué. J'ai appelé Ellie en espérant qu'il me soutienne. Mais il y a eu une longue pause.
Puis il a dit, « Attends, tu avais un téléphone ?» On jouait à des jeux dans le bus ensemble. Je lui montrais des vidéos YouTube. Il l'avait vu. Mais maintenant, c'était comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Ce n'était que le premier jour. Vendredi, mon vélo avait disparu. Puis ma console de jeu, puis mon sweat-vert que je portais pratiquement un jour sur deux. Ce n'était pas juste des affaires qui disparaissaient. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Personne ne s'en souvenait, pas même moi. Finalement, je tendais la main pour attraper quelque chose et je réalisais que je ne savais même pas ce que je cherchais, à part le bonbon. Ce truc enveloppé de cire toujours sous mon lit. Je ne l'ai jamais touché, je ne l'ai pas mangé, je ne l'ai pas jeté. Je l'ai juste laissé là, comme si j'attendais que quelque chose arrive. Rien ne s'est passé. Jusqu'à exactement un an plus tard, Halloween à nouveau. J'avais 13 ans maintenant, bien trop distrait pour me soucier du porte-à-porte. Mais vers 20h45, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et j'ai figé. La haie était de retour. Tout comme les bougies. Même maison, même lieu exact. Je ne sais même pas ce qui m'a fait bouger. J'ai juste attrapé le bonbon sous mon lit et j'ai couru. Tout était pareil. Le bol sur le porche. Le mot. Prenez en un. Laissez en un. Trick trouble. J'ai laissé tomber le bonbon enveloppé de cire dans le bol et j'ai dit doucement, « Tiens, tu peux le reprendre. » Puis je suis rentré. Mon téléphone était sur mon bureau. Mon sweat était drapé sur ma chaise. Ma console de jeu était branchée, clignotant avec un avertissement de batterie faible, comme si elle avait été laissée allumée tout ce temps. Tout ce que j'avais perdu était exactement là où il aurait dû être. Histoire 9. J'avais 11 ans quand c'est arrivé. On n'était pas exactement les enfants populaires, mais Halloween égalisait un peu les choses. Pour une nuit, peu importait si tes baskets étaient de marque ou si tu portais un appareil dentaire. Si tu arrivais avec un bon plan et un oreiller vide, tu pouvais encore rentrer chez toi en légende. Ma mère travaillait de nuit à l'hôpital Sainte-Hélène, alors elle ne pouvait plus m'emmener faire du porte-à-porte. Elle m'a fait promettre de rester dans le quartier de Ridgewood et de rester avec Milo toute la soirée. Avant de partir, elle m'a tendu une lampe torche à peine plus grosse qu'un tube de baume à lèvres et a dit « Appelle-moi si quelque chose te semble bizarre. » Pas effrayant, juste bizarre. D'accord. Je lui ai dit que je le ferais. Milo et moi, on s'est retrouvés à 18h pile, juste au moment où le soleil se couchait derrière les cimes des arbres. Il ne faisait pas assez froid pour des manteaux, alors tout le monde était dehors en costume complet. Petit vampire, minuscule sorcière, un gamin déguisé en banane avec une épée en mousse. Milo avait apporté une carte dessinée à la main avec des étoiles sur toutes les maisons qui distribuaient des barres de chocolat grandeur nature l'année précédente. On l'a suivi comme si c'était une carte au trésor. Après chaque arrêt, on pillait le butin, on mettait à jour notre itinéraire et on continuait. À 20h, on était essoufflés et nos oreillers commençaient à traîner par terre. On avait déjà fait Ridgewood, Oak Hollow, Birch Street, la boucle dorée habituelle. C'est là que Milo a dit qu'il avait entendu parler d'un groupe de maisons cachées près du verger de Crenshaw. Il a dit que personne n'y allait jamais, et que les gens qui y vivaient donnaient des bonbons en plus pour compenser. Des maisons cachées, il les appelait. Fais-moi confiance, c'est pas loin, juste après la dernière rangée de maisons mitoyennes et à quelques pâtés de maisons de l'école Edison. Mais dès qu'on a traversé l'Arch Drive, tout semblait décalé. Pas effrayant, exactement, juste plus silencieux. Pas de lumière, pas de décoration, pas de musique de Porsche ou d'enfants qui riaient. Juste un trottoir étroit et ces vieilles maisons reculées de la route. Ça a l'air d'être une perte de temps, ai-je dit. Personne n'est même dehors. Juste un pâté de maisons de plus, a dit Milo. Je me souviens de cet endroit. On s'est retrouvé devant une maison de 2 étages avec un toit en tuiles rouges et une lumière orange brillant depuis les fenêtres. Pas de toile d'araignée, pas de citrouille, juste un petit chemin propre menant à une porte en bois étroite et un panneau peint à la main accroché au portail avant. Oui, nous avons des bonbons. Milo a levé les sourcils vers moi. Je te l'avais dit. La sonnette était un de ces boutons métalliques ronds, à l'ancienne. Quand je l'ai pressée, elle a fait un bruit plat et bizarre, pas un ding-dong. C'était plus profond, un peu creux. Ça m'a rappelé le bruit que faisait mon chien avant de vomir. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Un homme en est sorti. Pas de costume,
juste un long manteau de maison noire qui lui cachait les genoux et des lunettes à monture dorée épaisse. Sa peau avait l'air bizarre, pâle, grisâtre, comme s'il n'était pas sorti depuis des mois. Je n'aurais pas pu deviner son âge. Il aurait pu avoir 60 ans ou 100 ans. Vous avez de la chance, les garçons, a-t-il dit. J'allais juste terminer pour la nuit. Sa voix était calme, mais il y avait une étrange précision, comme si chaque mot était répété. Puis il s'est écarté et a tenu la porte ouverte. Le hall d'entrée était bordé de bols, des dizaines. En plastique, en céramique, même en verre. Chacun rempli à ras-bord de bonbons, chocolat, guimauve, sucettes, caramels emballés. Plus de bonbons que j'avais jamais vus au même endroit. Allez-y, a dit l'homme. Prenez quelques poignées. Dernier traitement de la nuit. Milo n'a pas hésité. Il était déjà à mi-chemin dans le couloir, les coudes enfoncés dans les coupes de beurre de cacahuètes. Je suis resté près de la porte. Quelque chose dans la maison me crispait la nuque. C'était trop silencieux. Pas de son de télé, pas de tic-tac d'horloge, pas même le bourdonnement d'un frigo en marche. Puis Milo s'est figé. Il a incliné la tête et s'est penché un peu en avant. C'est quelqu'un là-bas? J'ai suivi son regard. Le couloir s'étendait bien plus loin qu'il n'aurait dû, comme s'il pliait la disposition de la maison. Il continuait juste. La dernière partie avalée par l'ombre. Et dans cette ombre, à peine visible, il y avait quelque chose, une forme, pas en mouvement, mais pas figée non plus, comme si elle attendait. Puis l'homme a bougé, juste d'un pas sur la gauche, assez pour bloquer notre vue. Bon, ça suffit, a-t-il dit trop vite. Il est temps de partir. Milo m'a regardé. Je l'ai regardé. On est parti. La porte s'est refermée derrière nous sans un autre mot. On est resté là une seconde, silencieux. C'était bizarre, ai-je dit. Ouais, a dit Milo, essoufflé. Puis il a souri et a tenu son oreiller. Mais regarde, son sac était bourré, bien plus plein que le mien. Je vais en faire encore quelques-unes au coin de la rue, a-t-il dit. Tu rentres? Ouais. Partant chez 20. À plus. Je l'ai regardé disparaître dans le noir, la lueur de son costume de squelette s'estompant alors qu'il s'éloignait. 20 minutes ont passé. Puis 30. Je l'ai appelé. Pas de réponse. J'ai réessayé, directement sur messagerie. Alors je suis retourné à la maison au toit rouge. Sauf qu'elle n'y était plus. Pas de lumière de Porsche, pas de panneau. Le portail avait disparu. Pas cassé ou enlevé, juste disparu, comme s'il n'avait jamais été là. J'ai sonné quand même. Rien. J'ai frappé fort. Pas de son. J'ai continué à frapper jusqu'à ce qu'une lumière s'allume dans une fenêtre à côté. J'ai filé avant que quelqu'un ne sorte. Milo n'est pas réapparu. Ses parents ont pensé qu'il avait fugué. Les flics ont supposé qu'il s'était perdu et avait paniqué. J'ai tout raconté. La maison, l'homme, les bonbons, le couloir bizarre, mais rien n'a collé parce qu'apparemment, cette maison n'avait jamais existé. Je veux dire littéralement. Il n'y avait pas de maison au toit rouge dans ce pâté de maisons. Les voisins ont juré n'avoir jamais vu un homme correspondant à ma description. Quand la police a sorti des images satellites, cette adresse n'était qu'un terrain envahi par la végétation. Un bout de mauvaise herbe et des tas de vieux débris de construction. Halloween est revenu. Je suis resté à la maison, je suis juste allé à la fête de l'école et j'ai appelé ça une nuit. Histoire 10. Je sortais avec mon petit frère, Milo, qui avait 10 ans. Maman a dit que je pouvais retrouver mes amis après si je l'emmenais faire un tour pendant 1 heure d'abord, ce qui allait. Milo était facile. Il ne s'enfuyait jamais. Il portait toujours le même costume de Spider-Man et ne se plaignait jamais, sauf si son masque devenait trop humide. J'ai enfilé une combinaison squelette par-dessus mes vêtements parce qu'il faisait froid, pas pour impressionner qui que ce soit. On vivait dans cette banlieue tranquille à l'extérieur de Dayton, Fairhaven, si ça te dit quelque chose. Ce n'était pas effrayant, juste des rangées de maisons beiges et des cul-de-sac avec des noms qui sonnaient comme s'ils sortaient d'un livre de Mad Lib d'Halloween. Le nôtre s'appelait Coffincourt. Oui, vraiment. Au bout de notre rue, il y avait cette maison que tout le monde appelait la maison Massy. Personne du nom de Massy n'y vivait plus, mais le nom était resté. La pelouse était toujours tondue court, mais les fenêtres étaient couvertes de l'intérieur,
et la lumière du porche ne s'allumait jamais. Pas pour les fêtes, pas pour quoi que ce soit. Personne ne répondait jamais à la porte. Un gamin a dit qu'un vieux type y vivait, mais ne sortait jamais. Le grand frère de quelqu'un a prétendu qu'il avait travaillé dans une morgue ou qu'il était croque-mort ou un truc comme ça. Tout ça, des rumeurs. Personne n'avait de preuves, juste une maison silencieuse et étrange au bord de notre parcours. Quand on a fait le tour ce soir-là, le sac de Milo était presque plein. J'envoyais un message à mon ami Camille pour qu'on se retrouve quand il s'est arrêté et a pointé du doigt. Et celle-là, a-t-il demandé, en regardant la maison Massy. Elle est sombre, ai-je dit. Ils ne font pas de bonbons. Mais s'ils en font cette année, a-t-il dit. Peut-être qu'ils essaient juste d'être effrayants. Très peu probable. Pourtant, il a commencé à marcher vers elle. Je ne voulais pas en faire toute une histoire, alors je l'ai suivi, en pensant que la porte resterait fermée et qu'on passerait à autre chose. Pas de décoration, pas de citrouille, pas de musique effrayante, mais il y avait un saladier en métal sur le porche, cabossé comme quelque chose sorti d'un tiroir de cuisine. Il était posé sur un tabouret en bois avec un bout de papier scotché dessus. Le mot disait juste « prenez en deux ». Milo a tendu la main et attrapé une mini-barre de chocolat. Puis il a tendu la main à nouveau. Je ne voulais rien, mais j'ai jeté un coup d'œil dans le bol par curiosité. Il n'était pas rempli de bonbons. Juste quelques morceaux restants. Des chocolats enveloppés dans du papier doré qui avait l'air vaguement familier, mais bizarre. L'éclat était terne et il n'avait pas de logo ou de marque, juste du papier doré lisse. Puis j'ai remarqué que le bol était posé sur une planche à découper, ce qui était étrange, non? Et sous la planche, il y avait un sac poubelle noir, comme ceux qu'on utilise pour les déchets de jardin. Sur le bord de la planche près du bol, j'ai vu une traînée brun rougeâtre le long du grain, comme si quelque chose de collant avait séché là. Et ai-je dit. On a fini. Allons-y. Milo n'a pas bougé. Il regardait toujours dans le bol. Il y a comme des cheveux là-dedans, a-t-il dit. Ça suffit, ai-je dit. J'ai attrapé son poignet et c'est là que la lumière du porche s'est allumée, vive et soudaine. Pas de bourdonnement, pas de clignotement, juste un clic. Et la lumière était allumée, nette et blanche, projetant nos ombres contre le bardage. La porte a grincé en s'ouvrant juste derrière le bol. Un homme se tenait là, plus âgé, peut-être la soixantaine. Il portait une robe de chambre, le genre avec le col replié comme une serviette d'hôtel. Il était pâle avec des cheveux gris soigneusement peignés en arrière, comme s'il venait de sortir de la douche. Il n'a rien dit, il est juste resté dans l'embrasure de la porte à nous regarder comme s'il n'était pas tout à fait sûr de qui nous étions. Pas confus, juste en train d'essayer de nous situer. Milo s'est placé derrière moi. Merci, ai-je dit, la voix un peu tremblante. Il n'en a pris que deux, a dit l'homme en faisant un petit hochement de tête, mais ses yeux n'ont pas bougé. Pas vers le bol, pas vers Milo, pas même vers la porte qu'il tenait ouverte. Il a juste fixé, sans expression, comme un gars qui essaie de se rappeler la dernière fois qu'il a vu un visage comme le vôtre. Après une longue pause, il a dit « Joyeux Halloween ». Les mots étaient plats. Pas méchants, juste distants, comme s'il s'exerçait à une phrase qu'il n'avait jamais dite à voix haute. Puis, sans se presser, il a fermé la porte. On a reculé du porche. Je n'ai rien dit jusqu'à ce qu'on tourne au coin de la rue. Il sentait bizarre pour toi, a demandé Milo. Je n'ai rien senti. Moi, oui. Comme de l'eau de Javel. Et le bonbon avait un goût drôle. Tu l'as mangé? Il a haussé les épaules. Justin. Il avait encore le deuxième dans la main. Je l'ai pris pour regarder de plus près. Le papier n'était pas brillant, plutôt mat et complètement lisse. Pas d'étiquette, pas de petits carrés de papier qui dépassent, juste du papier doré sur un petit carré de chocolat lisse et brillant, trop parfait. Sur un coin, j'ai vu une petite bosse. Comme si un pouce avait appuyé un peu trop fort. Je l'ai réemballé et je l'ai fourré dans la poche avant de mon souhait. Plus tard, quand j'ai retrouvé Camille au parc, je lui ai tout raconté. Elle a roulé des yeux et m'a dit que je dramatisais, mais même elle connaissait la maison. Tout le monde la connaissait. Le lendemain matin, j'ai eu la curiosité de chercher l'adresse. J'ai pensé qu'il y aurait peut-être des antécédents, des plaintes ou quelque chose, mais rien n'est sorti. Pas de vente récente, pas d'incident, juste un registre de propriété et un nom que je ne reconnaissais pas. Cette semaine-là, j'ai apporté le bonbon à l'école.
Mon professeur de chimie, Monsieur Sterlam, était toujours partant pour des projets bizarres, alors je lui ai demandé s'il pouvait le tester. Il a accepté. Il a dit qu'il jetterait un coup d'œil après les cours. Probablement juste du chocolat fait maison. Il a supposé que c'était peut-être un truc de hobby. Il m'a demandé où je l'avais eu. Je lui ai dit. Le lendemain, il n'est pas venu. Ni le jour d'après. Mercredi, l'école a envoyé un avis disant que Monsieur Sterlam avait pris un congé d'urgence. Pas d'explication. Ce vendredi-là, j'ai dit à ma mère que j'avais mal à la tête et je suis resté à la maison. Vers l'heure du déjeuner, j'ai vu une fourgonnette blanche garée devant la maison Massy. 2 personnes, un homme et une femme, tous deux portant ces vestes grises informent qu'on ne voit que sur les gens qui ne veulent pas être remarqués, en sont sortis et ont marché jusqu'au porche. Ils ont frappé, attendu, puis se sont laissés entrer. Ils y sont restés tout l'après-midi. Aucune lumière ne s'est allumée. Vers 19h, ils sont sortis en portant 2 glacières et une boîte en carton. L'un d'eux portait des gants en latex. Le bol avait disparu. 2 jours plus tard, Milo est tombé malade. Pas juste un mal de ventre. Il était KO pendant presque une journée entière. Il a dormi à travers les repas. Il ne s'est même pas réveillé quand on l'a secoué. Mes parents ont pensé que c'était juste de la fatigue après le week-end d'Halloween. Je savais que ce n'était pas ça. J'ai jeté le bonbon. Je n'en ai parlé à personne. Quelques semaines après ça, la maison était soudainement vide. Un camion de déménagement est arrivé, mais personne n'a vu qui l'a chargé. Il est parti au coucher du soleil. La maison est revenue exactement comme avant. Fenêtre vide, lumière du porche éteinte. Exactement un an plus tard, je suis repassé juste pour vérifier. Pas de lumières allumées, pas de signes, mais il y avait un bol sur le porche. Cette fois, il était en bois, sculpté comme si quelqu'un l'avait fait à la main. Pas de tabouret, pas de papier, juste le bol posé là. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai rien dit à Milo. Cette année-là, je lui ai dit qu'on ne sortirait pas pour Halloween. J'ai dit que j'en avais marre. Il n'a pas discuté. On vit dans une autre ville maintenant. Nouvelle école, nouveau quartier, pas de maison bizarre. Histoire 11. Chaque Halloween, notre petite ville de Maple Hollow, dans le sud des Appalaches, se transformait en quelque chose sorti d'un vieux livre d'histoire. Ce n'était pas un endroit chic, juste quelques magasins, une station-service, un gymnase d'école qui faisait aussi office de salle communautaire, et une église blanche peinte au bord de la vallée. Mais la nuit d'Halloween, tout s'animait. Des gens qui ne se parlaient presque jamais de l'année sortaient pour discuter, rire et acheter des parts de tarte enveloppées dans du papier aluminium. Des feux de joie brûlaient dans de vieux fûts en acier. L'air sentait toujours la fumée, le sucre et les feuilles mortes. Les enfants couraient dans leurs masques en plastique et leurs capes, agitant des bâtons lumineux comme des lucioles. Quelqu'un apportait toujours un gros haut-parleur qui diffusait des vieux morceaux de gospel mélangés à des airs country. Cette année-là, je me sentais assez grand pour aider au lieu de juste courir partout en récoltant des bonbons. Alors je me suis porté volontaire pour rester après le festival et aider à nettoyer. Ça avait l'air assez simple, empiler les chaises pliantes, balayer le sol, enlever les guirlandes, peut-être fermer quand tout le monde serait parti. Earl, le gardien de l'église, était responsable. Il y travaillait depuis plus longtemps que j'étais en vie. Il était mince et filiforme, son visage creusé de rides profondes qui lui donnaient l'air d'être né des montagnes elles-mêmes. Il ne parlait pas beaucoup, se contentait de hocher la tête ou de marmonner quelques mots quand c'était nécessaire. Tout le monde disait qu'Earl connaissait chaque pouce de cette terre, chaque poteau de clôture, chaque pierre tombale, chaque étrange petit creux entre les arbres. Il pouvait réparer n'importe quoi avec du fil de fer et du ruban adhésif, et il marchait dans ces collines comme quelqu'un qui en faisait partie. Mon cousin Ray et moi, on était les seuls à être restés pour l'aider ce soir-là. Au moment où les derniers enfants sont partis et où la musique s'est arrêtée, la plupart des voitures étaient parties. Seules quelques lumières rouges de feux arrière descendaient la route, s'estompant dans l'obscurité. Le feu de joie brillait encore dans la fosse, crépitant doucement. Des gobelets en papier et des emballages de bonbons étaient éparpillés sur le gravier. Des lanternes en citrouille bordaient le chemin jusqu'aux portes de l'église, leurs visages sculptés s'affaissant alors que les bougies brûlaient bas et faisaient fondre la cire en flaques désordonnées. Earl nous a dit d'empiler les chaises dans la salle de réunion pendant qu'il allait vérifier le générateur derrière le bâtiment. La lumière au-dessus de la porte a vacillé une fois,
comme si elle luttait pour rester éveillée. À l'intérieur, l'air était épais et immobile. Ça sentait faiblement le sucre brûlé des beignets cuits et un peu le bois humide. Ray et moi, on a commencé à empiler les chaises en métal en rangées nettes. Les pieds cliquetaient sur le sol carrelé. On ne parlait pas beaucoup, juste une blague occasionnelle ou un grognement quand l'un de nous faisait tomber une chaise. À un moment, j'ai entendu un grattement faible derrière moi. Pas fort, juste assez pour me faire pause. Je me suis retourné, m'attendant à voir Ray faire le con, mais il était de l'autre côté de la pièce, pliant des nappes. Puis le bruit est revenu. Un bruit de traînée, du métal sur du carrelage. Une des chaises près du coin a bougé d'un pouce toute seule. J'ai figé. Ray a vu mon visage et a ri. Il a dit, détends-toi, mec. Le sol est inégal. Mais avant que je puisse répondre, une autre chaise a basculé en avant et est tombée à plat. Le son a résonné dans la salle vide. Le sourire de Ray s'est estompé. Puis une troisième chaise a commencé à trembler, juste légèrement au début, comme si quelqu'un l'avait frôlée, puis plus fort. J'ai tendu la main et je l'ai attrapée, essayant de la stabiliser, mais elle s'est arrachée de ma main et s'est écrasée en arrière. Le bruit m'a fait siffler les oreilles. Il n'y avait pas de vent, pas de fenêtre ouverte, pas de raison à ça. La bouche de Ray s'est ouverte comme s'il voulait dire quelque chose, mais avant qu'il ne puisse, la porte a grincé et Earl est entré. On a tous les deux commencé à parler en même temps, essayant d'expliquer. Il a froncé les sourcils, pas vraiment en colère, juste fatigué. « Ne faites pas les cons ici, a-t-il dit. L'église n'est pas un endroit pour les jeux. » Puis il s'est retourné et est sorti directement. On l'a regardé partir, aucun de nous ne disant un mot. Après une minute, Ray a ri à nouveau, un rire nerveux, et a dit qu'il en avait assez pour la nuit. Il a proposé de me raccompagner avant le couvre-feu de sa copine, mais j'ai dit que je resterais aider Earl à finir. Je ne voulais pas avoir l'air effrayé. Il a haussé les épaules, m'a fait un signe de la main et est parti. Quand les phares de sa voiture ont disparu au bout de la route, toute la vallée est redevenue sombre. Les seuls sons étaient ceux des insectes et du ruisseau qui gargouillaient quelque part à proximité. Le camion d'Earl était toujours garé près du portail. Les clés pendaient de la serrure de contact, et la portière du conducteur était entr'ouverte. Ça semblait étrange. Earl n'était pas du genre à laisser traîner des trucs comme ça. J'ai appelé son nom une fois, puis à nouveau plus fort. Pas de réponse. Puis la lumière de détection au-dessus de l'abri à outils a clignoté. Je me suis approché. Le gravier a crissé sous mes chaussures. Chaque pas résonnait dans le silence. La porte de l'abri était entr'ouverte de quelques centimètres. À l'intérieur, c'était noir comme de l'encre. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone et le faisceau a traversé l'obscurité. Tout avait l'air normal. Des pelles accrochées à des clous. Une tondeuse dans le coin, des bidons d'essence posés soigneusement contre le mur. Mais quand je me suis tourné vers la porte, j'ai vu une empreinte de main, petite, enfoncée dans le bois avec de la terre. Elle avait l'air fraîche, comme si elle venait d'être pressée là, trop petite pour être celle d'Earl. J'ai frotté dessus avec ma manche. La terre a étalé, mais quand j'ai regardé à nouveau, une autre empreinte de main plus pâle était apparue à côté, comme si elle avait été pressée de l'intérieur de la porte. C'est là que ma gorge s'est asséchée. Je suis sorti de l'abri, essayant de rire de ça, me disant que ce n'était que des motifs de terre. Mais puis j'ai remarqué autre chose. La rangée de lanternes en citrouille le long du chemin a commencé à vaciller. Une s'est éteinte, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Les flammes se sont affaiblies une par une jusqu'à ce que tout le chemin soit englouti par l'obscurité, ne laissant que la lueur rouge terne du feu de joie mourant. Même les insectes semblaient s'être tus. Le seul son restant était ma propre respiration. Je me suis tourné vers l'église, mais la lumière du porche vacillait aussi. Allumée, éteinte, allumée, éteinte, de plus en plus vite jusqu'à ce qu'elle s'éteigne complètement. Quelque chose dans ça m'a tordu l'estomac. Je pouvais sentir l'air froid qui s'infiltrait maintenant, le genre qui s'insinue dans ta peau. Je suis allé derrière vers le cimetière. Le sol montait doucement là-bas, couvert d'herbe inégale et de pierres tombales penchées. Le faisceau de ma lampe torche a dansé sur elle, et c'est là que je les ai vus. Des empreintes de pas dans la boue. Des pieds nus. Petites, des marques de pas nettes. Les orteils pressés proprement dans le sol. Elles ne menaient pas vers le cimetière. Elles en sortaient. Je les ai suivies avant même de réaliser ce que je faisais.
Elle serpentait entre les tombes, jusqu'à un petit enclos entouré de barres de fer rouillées. Au centre gisait une seule pierre tombale, à plat sur le sol. Le sol en dessous avait l'air perturbé, plus sombre que le reste, comme s'il avait été creusé et recouvert à nouveau. Puis j'ai entendu une respiration, basse et lente, juste derrière moi, pas paniquée, juste une respiration régulière, comme quelqu'un debout, immobile. Je me suis retourné et Earl était là. Il n'était qu'à quelques pieds. Pas de lampe torche, pas d'outil, juste debout là, les yeux brillant faiblement au clair de lune. « Tu ne devrais pas suivre les traces, a-t-il dit. Sa voix semblait normale, mais fine, comme s'il parlait de très loin. Il ne s'arrête pas là où tu crois. Puis il est passé devant moi, s'est accroupi à côté de la pierre tombale renversée et a pressé sa main à plat contre la terre. La respiration s'est arrêtée. Les insectes se sont tus à nouveau. Je ne pouvais pas bouger. Earl m'a dit de retourner à l'intérieur. Juste ça, rien d'autre. J'ai fait exactement ce qu'il a dit. Quand j'ai regardé en arrière, il était toujours à genoux près de la tombe, immobile, une main sur la terre. Sa lampe torche gisait à côté de lui, clignotant faiblement dans l'herbe. Je suis retourné dans la salle de réunion et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assis sur une des chaises empilées et j'ai écouté. Au début, il n'y avait rien. Puis je l'ai entendu, quelque chose qui bougeait sous le bâtiment, un long grincement lent, puis un bruit de grattement sous les planches, puis à nouveau le silence. J'avais envie de courir, mais son camion bloquait le portail, et je ne voulais pas rentrer à pied seul à travers les bois. Alors je suis resté là jusqu'au matin, fixant la porte, attendant la lumière du jour. Quand le soleil s'est enfin levé, le camion d'Earl était toujours là. Le shérif est arrivé après que quelqu'un l'ait remarqué et est appelé. Ils ont trouvé ses clés, sa lampe torche, et une parcelle de terre près de la clôture du cimetière qui semblait avoir été récemment perturbée. Pas de sang, pas d'empreinte de pas, pas de signe de lutte. Ils ont dit qu'il avait peut-être erré dans les bois, s'était perdu ou était tombé quelque part, mais ça n'avait pas de sens. Earl connaissait ces bois comme sa propre peau. Il ne se serait jamais juste égaré. Quelques semaines plus tard, l'église a rouvert pour le service du dimanche. Tout avait l'air normal à nouveau. Les chaises étaient empilées soigneusement. Les lanternes avaient disparu. Un nouveau gardien avait été engagé, un gars plus jeune nommé Joe, qui souriait trop et n'aimait pas être seul dans le bâtiment après la tombée de la nuit. Personne n'a mentionné Earl, sauf en chuchotement. Certains disaient qu'il avait finalement perdu la tête après trop d'années à travailler dans ce cimetière. D'autres disaient qu'il avait trouvé quelque chose qu'il n'aurait pas dû, quelque chose d'enterré qui aurait dû rester ainsi. Je ne voulais pas y croire, mais la prochaine fois que je suis passé devant le cimetière, j'ai vu les traces à nouveau. Même taille, même forme, faible, mais toujours là, pressée dans la boue comme si elle n'avait jamais séché. Et quand je me suis penché sur la clôture, le fer était froid, plus froid que l'air autour, presque comme s'il respirait. Chaque Halloween depuis, l'église tient toujours son festival. Les gens viennent, rient et mangent leurs tartes comme avant. Mais moi, je reste à la maison. Histoire 12. Je m'appelle Kellen. Chaque Halloween, dans notre coin des collines des Appalaches, la ville entière semble se retourner comme un gant. Ils bloquent la route principale, accrochent des chauves-souris en papier aux lignes électriques, et chaque porche se part d'une rangée de citrouilles qui brillent jusqu'au matin. Les gens appellent ça la veillée des récoltes. C'est une vieille tradition censée garder les esprits de la montagne heureux avant que l'hiver ne frappe. Franchement, je ne m'en souciais pas beaucoup. Mais cette année-là, ma cousine Mara m'a demandé si je voulais l'aider à tenir son stand de cidre sur la pelouse de l'ancien palais de justice. Elle a dit que le comité manquait de personnel et que je pouvais utiliser l'argent. Difficile de refuser ça. La journée était chargée, musique forte, grill qui fumait, enfants qui couraient entre les tables avec des pommes caramélisées et ces bâtons lumineux bon marché qui cassent si on les plie trop. Au moment où le soleil a commencé à descendre, la place avait l'air en feu à cause de toute la lumière des citrouilles qui rebondissaient sur les fenêtres. J'étais encore en train de trimballer des caisses de tartes du camion de Mara quand la cloche de l'église a commencé à sonner. Si lents tintements qui ont résonné dans les collines. Elle a regardé et a dit « Va te promener, Kellen. T'as bossé toute la journée. » Alors je l'ai fait. Une fois qu'on dépasse la lisière de la ville, le bitume se transforme en terre, et après ça, il n'y a plus que des arbres et des champs. C'est là que je l'ai vu. L'ancienne grange qui s'affaisse dans le sol depuis aussi longtemps que je me souvienne.
Bois gris, la moitié du toit effondré. Mon grand-père m'avait raconté une fois qu'un pasteur y tenait des offices il y a bien longtemps, quand les mines étaient encore en activité. Il a dit que l'homme avait disparu un hiver pendant une tempête et que personne ne l'avait jamais retrouvé. Je n'avais pas pensé à cette histoire depuis des années. Puis j'ai vu cette faible lueur orange posée sur la clôture, et tout m'est revenu. Il y avait une citrouille là, neuve, orange vif, sculptée proprement avec de petites dents pointues et des yeux inégaux qui lui donnaient un sourire tordu. Ça ne collait pas. Tout ce champ n'était que de l'herbe morte et du fil de fer rouillé. Aucune raison pour que quelqu'un laisse une décoration là-bas. J'ai pensé qu'un gamin du festival avait trouvé ça drôle. Alors j'ai décidé de la prendre avant qu'elle ne soit renversée et ne mette le feu à quelque chose. J'ai traversé le fossé, mes chaussures s'enfonçant dans la boue, et j'ai grimpé la clôture. Juste au moment où j'ai atterri, la citrouille a vacillé une fois et la porte de la grange a grincé en s'ouvrant. Je me suis figé. Pas de vent, pas d'animaux, rien. Mais cette porte s'est ouverte à moitié comme si elle m'attendait. J'ai appelé « Bonjour ». Rien, pas même les criquets. Je me suis approché et la lumière de la citrouille s'est atténuée en une faible lueur. Puis j'ai réalisé qu'il y en avait d'autres à l'intérieur. Des dizaines, toutes sculptées différemment. Certaines souriantes, d'autres hurlantes. Chacune pointée vers la porte. L'air sentait le bois humide et la vieille fumée, comme si l'endroit n'avait pas été touché depuis des années. Je me suis répété que c'était juste une blague. Des gamins avaient probablement traîné ces citrouilles là-bas pour embêter les gens. Je suis entré pour voir. Le plancher a craqué sous mes bottes, mou à cause de la poussière et de la pourriture. Au milieu de la pièce se trouvait une autre chaise en bois. Dessus, il y avait une citrouille ordinaire, sans visage sculpté du tout. Juste au-dessus pendait une corde, vieille et effilochée, attachée à une poutre du plafond. Ça m'a tordu l'estomac. Je me suis retourné pour partir. Puis je l'ai entendu. Un bruit sourd sous les planches, comme quelqu'un qui frappe de dessous. Une fois, puis encore, puis 3 coups de suite. Je me suis accroupi et j'ai pressé ma main contre le bois. Il a vibré sous ma paume, comme si quelque chose bougeait là-dessous. 3 coups, une pause, 3 autres, chacun plus lourd que le précédent. Arrêtez ça, ai-je dit, espérant à moitié que ce soit vraiment un idiot caché en dessous. Les coups se sont arrêtés. Silence de mort. Puis la citrouille sur la chaise a commencé à trembler. Pas à rouler, juste à secouer comme si quelque chose à l'intérieur essayait de sortir. La corde au-dessus s'est balancée lentement et délibérément, comme si quelqu'un l'avait frôlée en passant. J'ai commencé à reculer vers la porte. Quand j'ai tendu la main vers le cadre, j'ai heurté des planches solides. L'embrasure était scellée. Pas de charnière, pas de poignée, juste des planches brutes là où l'air aurait dû être. J'ai frappé l'épaule contre, rien. Derrière moi, la chaise a gratté le sol. Je me suis retourné et elle avançait vers moi par petits à-coups. Les pieds traînant dans la poussière. La citrouille est tombée et a heurté le sol avec un bruit sourd et humide. Elle ne s'est pas brisée comme une citrouille normale, mais comme si quelque chose à l'intérieur poussait pour sortir. Une main noire et fine en est sortie, des doigts longs, les articulations pliées dans le mauvais sens. Puis une autre. Les deux ont tâtonné sur les planches, laissant des traînées qui sentaient la pourriture et la terre humide. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé une planche cassée par terre et je l'ai frappée contre le mur. Une fois, 2 fois. Le 3e coup a percé et l'air froid m'a frappé si fort que ça m'a fait pleurer. Je me suis extrait, me suis coupé la main sur un clou, et j'ai trébuché à travers le champ jusqu'à ce que j'atteigne la route. Quand j'ai regardé en arrière, la grange était à nouveau sombre. Pas de citrouille, pas de lumière, pas de son, juste cette coquille vide contre les arbres. J'ai couru tout le chemin du retour jusqu'à la place, couvert de boue, le cœur battant comme si j'avais sprinté 1 mile. Mara m'a vu et a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'avais glissé dans le champ. Elle m'a regardé comme si elle savait que je mentais, mais ne voulait pas entendre la vérité. Le groupe a continué à jouer et les gens dansaient autour du feu de joie comme si rien n'allait pas. Quand j'ai regardé vers les arbres, j'ai cru voir cette même lueur orange, faible et vacillante. Je me suis dit que c'était juste les lumières du festival. Le lendemain matin, je suis retourné là-bas juste pour prouver que tout était dans ma tête. La grange était toujours là, vide, silencieuse. Pas de citrouille, pas d'empreinte de pas, rien. Juste la chaise laissée sur le côté près de la porte. Je ne suis pas entré,
mais en me retournant pour partir, j'ai vu quelque chose accroché à la clôture, une petite étiquette en papier attachée avec de la ficelle. Mon nom y était écrit. Encre noire nette. Cette nuit-là, j'ai entendu 3 coups sur ma porte d'entrée. Lents, réguliers. Quand je l'ai ouverte, personne n'était là. Juste une seule citrouille posée sur les marches, fraîchement sculptée, une bougie brûlant doucement. Son sourire était le même que celui tordu que j'avais vu sur la clôture. J'ai attendu jusqu'à minuit, puis j'ai soufflé la bougie et je l'ai posée au bord de la route. Au matin, elle avait disparu. Je ne suis pas retourné à la veillée des récoltes depuis. Histoire 13. Pour Halloween, notre ville organisait une petite fête à l'ancienne école de Briey-Hollow. L'école avait fermé avant même que mes parents ne sortent du lycée, mais les gens aimaient encore s'y rassembler. Elle se trouvait juste au centre de la vallée, là où toutes les vieilles familles se rencontraient quand il y avait encore quelque chose qui valait la peine de se réunir. On pouvait presque sentir la mémoire de l'endroit, comme s'il faisait semblant d'être encore en vie une nuit chaque octobre. Cette année-là, j'avais 19 ans et ma cousine Léa a somehow réussi à me convaincre de l'aider à nettoyer après l'événement. Elle a dit que ce serait rapide, plier quelques tables, ramasser les déchets, balayer le porche, peut-être chaparder une pomme caramélisée pour le trajet du retour. Elle avait une façon de faire en sorte que tout semble plus facile que ça ne l'était vraiment. La plupart de la soirée, on a distribué du cidre à des gamins dans des masques en plastique bon marché et des chemises à carreaux censées passer pour des costumes d'épouvantail. Quelqu'un avait apporté un haut-parleur qui diffusait du bluegrass mélangé à des parasites, et toutes les quelques minutes, ça sautait comme s'il essayait de mourir. Les gens plus âgés se rassemblaient près des marches du porche, échangeant des histoires sur qui avait déménagé et qui n'avait pas survécu pour voir un autre Halloween. Ça ressemblait plus à une réunion de fantômes qu'à une fête pour les vivants. Au moment où on a commencé à nettoyer, la plupart des lanternes ne faisaient que vaciller. Les dernières familles s'éloignaient dans la colline, leurs faisceaux de lampes torchés oscillant à travers les arbres. Une fois qu'ils furent partis, le silence s'est installé. Le genre de silence qui semble assez lourd pour être remarqué. On pouvait entendre le vent glisser à travers le creux, frôlant l'herbe haute autour de la cour de l'école. L'air sentait faiblement la fumée de bois et le cidre devenu trop chaud. Le pick-up de Léa était garé au bord du champ, ses phares découpant une bande pâle à travers le brouillard qui commençait à rouler. On a chargé les caisses de pommes restantes, les sacs poubelles et les tables pliantes branlantes à l'arrière. Léa a plaisanté en disant que le festival semblait plus petit chaque année, comme si la vallée renonçait lentement à elle-même. Elle n'avait pas tort. La plupart des jeunes étaient partis à l'université ou vers de meilleurs emplois, et ceux qui restaient parlaient surtout de partir. Il était presque minuit quand on a enfin commencé à descendre la route. Le chemin serpentait entre des arbres noirs qui se penchaient vers le camion comme s'ils essayaient d'écouter. Le ruisseau à côté de la route faisait ce bruit de murmure qu'il faisait toujours, et le brouillard était bas, assez épais pour que les phares disparaissent simplement dedans. Les pneus écrasaient le gravier, résonnant de ce son creux que fait un chemin quand on est trop loin de la ville. Ni elle ni moi n'avons parlé pendant un moment, juste ce genre de silence fatigué qui s'installe après une longue journée. Je me souviens d'avoir posé ma tête contre la vitre, sentant la vibration du moteur. Le premier repère qu'on a passé était l'église Pinview, celle avec la peinture blanche qui s'écaillait peu importe le nombre de fois où il la refaisait. Il l'utilisait encore pour des repas partagés et des enterrements, et tout ce qui comptait comme communauté de nos jours. Le bâtiment penchait un peu, mais personne ne disait jamais rien sur le fait de le réparer. Après ça, il y avait la propriété des Harland. Tout le monde en ville connaissait cette maison. Elle était en retrait de la route, derrière un portail qui manquait d'une charnière depuis toujours. Les Harlin étaient partis avant même que je sois né. Les gens disaient que le plus jeune garçon s'était enfui en Indiana et que le reste était soit mort, soit parti après la fermeture de la mine. La maison elle-même était à 2 étages, avec un bardage rouge délavé, le porche s'enfonçant dans la terre. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle exhalait depuis des années et n'avait jamais arrêté. Personne n'avait vu de lumière dedans depuis peut-être les années 70. Mais alors qu'on tournait autour du virage cette nuit-là, Léa a ralenti et plissé les yeux vers l'avant. « Il y a quelqu'un là-haut » a-t-elle dit. Au début, j'ai cru qu'elle parlait d'un raton laveur ou d'un intrus. Puis je me suis penché en avant et je l'ai vu aussi. À la fenêtre du 2e étage, derrière une vitre déformée, quelque chose se tenait. Grand, toujours face à la route. La tête a capté la lumière du camion. Elle était pâle. Tellement pâle qu'elle en était presque lumineuse.
Et plus je la fixais, plus elle avait l'air fausse. Pas tout à fait un masque, pas tout à fait de la peau. Le visage semblait trop long, trop étroit. La forme d'un museau, peut-être, étirée et lisse, comme si quelqu'un l'avait tiré trop loin. Ça ne bougeait pas. Pas une fois. Même quand Léa a complètement arrêté le camion, on est resté là, le moteur tournant doucement, tous les deux fixant cette fenêtre. La silhouette ne s'est pas déplacée, ni tournée, ni vacillée dans la vitre. Elle était juste là, solide et impossible. L'air semblait étrangement immobile, comme si tout autour de nous s'était arrêté pour attendre. Léa a chuchoté, « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix est à peine sortie. Je n'ai pas répondu. Ma gorge était sèche, et mon pouls était devenu net et lourd. Je regardais juste, attendant que ça cligne des yeux, s'estompe ou se révèle comme quelque chose d'explicable. Mais ça ne l'a pas fait. Plus je regardais, plus ça semblait étrange, comme si son contour ne correspondait pas tout à fait à la maison derrière. La forme avait du poids, mais ne correspondait pas à l'espace où elle se trouvait, presque comme si on regardait à travers du brouillard qui avait décidé de retenir son souffle et de rester solide. Puis Léa a fait quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle a éteint les phares. La route est devenue noire. Ce n'était qu'une seconde, mais dans cette seconde, l'obscurité semblait vivante. Quand elle a rallumé les phares, la fenêtre était vide. Pas de silhouette, pas de visage, juste la vitre déformée et le faible frémissement d'un rideau qui bougeait. Léa a juré entre ses dents et a écrasé la pédale d'accélérateur. Le camion a bondi en avant. Ni elle ni moi n'avons dit un autre mot jusqu'à ce qu'elle se gare dans l'allée de ma tante. Juste avant que je ne descende, elle a dit doucement, « Tu l'as vu aussi, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit, « Oui. » Il n'y avait aucun intérêt à faire semblant du contraire. Elle m'a dit de ne pas en parler à sa mère, qu'on aurait juste l'air fou. Je n'ai pas discuté. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, ma tante a mentionné négligemment que la maison des Harland avait été démolie l'hiver précédent. Elle a dit que le toit s'était effondré après une tempête et que le comté avait tout enlevé, même clôturé le terrain. Léa et moi, on s'est juste regardé de l'autre côté de la table. J'ai ri, mais ce n'était pas le genre de rire qui améliore les choses. Ça sortait plat, nerveux. Cet après-midi-là, on est retourné là-bas. L'ancien portail avait disparu, remplacé par une chaîne lâche et un panneau aux défenses d'entrée usé par le temps. On a grimpé par-dessus quand même. Le champ était envahi par la végétation, les mauvaises herbes nous arrivant aux genoux, assez épaisses pour cacher le chemin. Et là où la maison se trouvait, il n'y avait rien. Juste la fondation en pierre et quelques planches noircies éparpillées comme les os de quelque chose de vieux et à moitié oublié. Pas de porche, pas de toit, pas de fenêtre. Ça avait l'air de ne pas avoir été une maison depuis très longtemps. Léa a donné un coup de pied dans la terre près de l'endroit où les marches auraient dû être. Elle a dit doucement, « On l'a tous les deux vu. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à regarder. Et c'est là que je l'ai vu, à moitié enterré dans le sol près de la fondation. Un éclat de verre fissuré droit au milieu, les bords sombres comme s'ils avaient été brûlés. Je me suis accroupi pour le ramasser, mais dès que ma main s'en est approchée, quelque chose en moi m'a fait reculer. L'air semblait étrange, épais, comme si tout autour de ce morceau de verre était juste légèrement décalé, vibrant de travers. Léa a demandé si je voulais le garder, tu sais, pour preuve. Je lui ai dit non. À la place, je l'ai enfoncé plus profondément dans la terre avec le talon de ma botte jusqu'à ce qu'il disparaisse sous les mauvaises herbes. Et puis je me suis juste retourné vers le camion. On n'a pas dit un mot pendant tout le trajet du retour. Après ça, Léa a arrêté d'aller au festival d'Halloween. Moi aussi. Ni elle ni moi n'en avons jamais reparlé. C'est juste devenu une de ces choses silencieuses entre nous. Quelques mois plus tard, quand l'hiver est arrivé et que la neige a recouvert la vallée, je suis repassé devant cet endroit. Pas de signe de maison, pas de clôture, pas même le poteau où la boîte aux lettres se trouvait autrefois. C'était comme si la terre avait avalé le tout et lissé la surface pour cacher les preuves. C'était il y a 3 ans. Maintenant, chaque Halloween, je reste à la maison. Je garde la lumière du porche éteinte, je fais semblant de ne pas entendre les quelques gamins qui passent encore. Je me dis que je suis juste fatigué de tout ça. Les décorations, le bruit, les simulacres.